Bienvenue dans ce Bistrot Liberté. Je suis très heureux de vous retrouver dans ce Bistrot Liberté où j'accueille nos sociétaires. Je salue bien évidemment Nicolas Gardère, avocat, Stéphanie Bignon, qui est militante associative de Terre et Famille, Pierre Gentillet, avocat aussi, ainsi que, et je suis très heureux de la retrouver, Charlotte Dornelas, journaliste à Boulevard Voltaire. Notamment, et nous recevrons encore tout à l'heure, nous retrouverons Nicolas Gauthier que je salue et qui est dans le studio, et les autres, eh bien, ils sont souffrants. La grippe a fait des morts, entre guillemets, ils sont au fond de leur lit tout simplement, mais a fait des morts parmi les sociétaires. Mais nous sommes vaillants, nous sommes là, et nous sommes surtout avec l'aide de nos donateurs qui, eux, même s'ils ont la grippe, donnent pour TV Liberté. Et c'est important parce que vous savez, sans les donateurs, il n'y a pas de chaîne de télévision. Alors, je salue tous ceux qui vont appuyer sur la rubrique don du site tvliberté.com, et je salue tout précisément et tout particulièrement Michel de Marc-en-Barreuil, André de Hourtin, c'est en Gironde, Daniel de Limoges, Philippe d'Angeville, c'est dans le Loiret, Frédéric de Nice, Isabelle de Montaigne dans le Tarn-et-Garonne, Victor de Paris, je n'ai même pas fait exprès, Michel et Luc de Villeneuve-le-Roi, c'est dans le Val-de-Marne. Allez, notre invité, il est professeur à l'université Paris 2 Assas, ancien député de l'Hérault, il est ancien député européen, et j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Claude Martinez. Bonjour. 2017, votre ouvrage, bel ouvrage, splendide ouvrage. Plaquette, simplement. Une plaquette, oui, bon, d'accord, seulement une plaquette, mais belle plaquette. Alors. 2017, le monde a besoin de la France, le monde, la vie. Et vous écrivez en première page, rien n'est jamais écrit pour les hommes et pour les nations. Hillary Clinton, David Cameron, Alain Juppé, Manuel Valls vont vite s'en apercevoir ou s'en sont déjà aperçus. De là à penser néanmoins que la France peut être sauvée par Jean-Claude Martinez comme président de la République, vous m'accorderez qu'il y a de la marge, alors pourquoi se déclarer candidat à la présidentielle, malgré cette belle plaquette? Écoutez, c'est la parabole de Jésus. Jésus a cette parabole, c'est le malade qui a besoin du médecin. Voilà, bon. Et moi, je me trouve dans la situation de Fleming, qui vient de découvrir les antibiotiques, et il voit des millions de gens mourir parce qu'on continue à utiliser le sulfamide. Il dit, mais c'est pas possible. Bon, moi, je vais aller à la présidentielle pour leur dire qu'on a trouvé les antibiotiques, que les emplois vont pas mourir avec toute une série de propositions, et que la France ne peut pas se ratatiner comme une mamie, encore que j'ai beaucoup de tendresse, d'affection pour les mamies et les mamettes, voilà un petit peu. Et voilà, je ne peux pas, quand je vois les candidats des primaires de la droite et de la gauche, qui ont que des solutions, voilà, des tisanes, qui traitent des symptômes, ce que j'appelle les candidats Doliprane, ce n'est pas possible de continuer à ne pas traiter les causes des problèmes. Et une des causes fondamentales des problèmes que nous avons est un problème ophtalmologique. La France n'a pas un problème politique, elle a un problème ophtalmologique. Elle a perdu la vision périphérique. Donc Dieu merci, elle n'a pas la macula, elle a quand même la vision centrale. Mais la France ne voit pas qu'elle ne s'arrête pas à Monaco, qu'elle ne s'arrête pas à Vintimille, à Irun, et que la France va à la Terre Adélie, elle va à Nouvelle-Calédonie. La question va se poser en 2018. La France a une frontière commune, la plus grande de nos frontières que nous avons. C'est avec le Brésil. Grâce à la Nouvelle-Calédonie, nous avons une frontière avec l'Australie, Terre-Neuve, Saint-Pierre-et-Miquelon. Nous avons une frontière avec le Canada. Donc la France est une puissance monde. Comme disait Richelieu, elle a l'empire des mers. Bon, quand vous écoutez Benoît Hamon, quand vous écoutez M. Macron, quand vous écoutez, je ne sais pas, tous ces garçons, voilà, on a l'impression que ça s'arrête à Monaco. Voilà, ils ont une vision, encore une fois, ophtalmologique, étriquée, ratatinée, etc. Et donc il fallait bien que quelqu'un porte cette idée de la France qui parle comme Israël. La France est une des rares nations, peut-être la seule avec Israël, qui a donné les 10 commandements. Eh bien, nous avons donné au monde le système métrique, nous avons appris au monde à compter en millions, en milliards, nous avons donné la TVA à tous les pays de la planète. Je l'ai même introduite, moi, au Congo. Nous avons donné tous les outils avec lesquels le monde se gère, la souveraineté, le principe des nationalités, la droite, la gauche, tout ça sont des concepts inventés par la France. Et donc il fallait un candidat qui dit cette dimension de notre pays. Si d'autres l'avaient dit, moi je serais resté tranquille, j'aurais regardé les émissions de Martial, et puis voilà. Eh bien, c'est pas moi qui suis candidat, moi je suis là simplement un instrument, je porte des idées, et une idée, la France va de Dunkerque à la Terre Adélie. Alors ce que vous rejetez, c'est les candidats, vous dites ce sont tous les candidats, les autres ce sont des candidats Doliprane avec des tisanes de fleurs d'oranger, c'est votre côté marocain, alors que la France affronte le monde de tous les dangers, alors vous êtes le candidat Guronzan. Mais oui, mais écoutez... Ça disait quelque chose aux étudiants qui sont derrière. Oui, mais bien sûr. Mais
si on arrive à comprendre, par exemple... J'avais un fan. Si on arrive à comprendre, par exemple, que la France a les Kerguelen, eh bien, si on comprend que la France a les Kerguelen, qui est l'équivalent de la Corse, il y a 500 îlots dans les Kerguelen, c'est la Bretagne, il y a des moutons bisés, etc., on peut traiter le phénomène de radicalisation aux Kerguelen, tranquillement, en liberté. C'est pas la peine d'enfermer les gens au milieu des rats à Marseille, etc., alors qu'ils peuvent dans des espaces, ils peuvent être dans des espaces ouverts. Il y a même une église, Notre-Dame-des-Vents, ils entendront le vent souffler et le vent sera plus fort que leur colère. Vous voyez, quand on a cette dimension où la France est sur tous les océans et sur tous les continents, brusquement, nos petits problèmes, le déficit, Maastricht, 3%, la dette, gna gna gna, et puis il y en a trop, et ils ont le turban, ils n'ont pas le turban. Mais à la dimension du monde, on ne les voit pas, ces gens-là, vous voyez. Encore une fois, c'est le président Carter. Président Carter, on lui dit, pourquoi vous êtes candidat, vous fabriquez que des cacahuètes, là, vous croyez qu'avec des cacahuètes, on peut être candidat? Et c'est quand même le garçon qui a lancé les 2 sondes, Voyageur 1, Voyageur 2, qui ont quitté le système solaire, notre système solaire, à la recherche de la vie, qui crie « il y a quelqu'un ici ?» et personne n'a répondu. Et ça a permis de comprendre qu'ici, il y a un miracle, c'est la vie. Voilà, la vie d'une petite souris, de Mickey, la vôtre, la mienne, d'un éléphant, ils disparaissent. Et la vie doit être la finalité, la raison d'être du politique. Et moi, je suis là, au service de cette grande idée, la France, puissance monde. Et si la France est une puissance monde, elle n'a pas peur de la mondialisation. Et la France a une finalité, elle est la nation qui porte un grand message. Le but de la politique, c'est de créer les conditions économiques, politiques, spirituelles, tout ce que vous voudrez, pour permettre à tout le monde, Martial Bill, d'épanouir son miracle, moi d'épanouir le mien, etc., etc. Même Valls doit être porteur de quelque chose, même maman, je ne sais pas quoi, mais sans doute. On va chercher. Oui, là, je ne trouve pas. Mais enfin, vous affirmez aussi que les candidats, alors ça, c'est quand même incroyable, parce que vous dites, ils sont prisonniers des enjeux financiers, bon, on comprend bien, des médias, on est d'accord, mais d'un seul coup, vous dites des syndicats, des mouvements étudiants, mais les syndicats, le mouvement étudiant, c'est le peuple. Oui, oui, bien sûr, c'est le peuple. C'est pas un professeur qui va vous dire le contraire, quoi. Mais bon, tout le monde se souvient, par exemple, la loi de Vaquet, bon, la réforme était bonne ou pas bonne, bon, voilà, les petits descendent dans la rue, et ben, le papa et la maman disent, oh, le petit, s'il est petit, c'est qu'il a raison, hop, tout le monde se cache, voilà, voilà. Mais c'est pas que des formules, ce que je dis. Par exemple, regardons la primaire et puis tous les différents candidats. La politique et la présidentielle, c'est un grand rendez-vous dans une gare. Il y a les trains qui passent, le train de Marine, le train de Mélenchon, tous les trains. Et alors la question, c'est, bon, Marine vous dit, montez dans mon train parce que, voilà, c'est plus sécurisé, il y a un peu moins disons, d'arabes. Bon, il y a Dupont-Aignan qui dit, bah oui, moi, mon train, le général de Gaulle, il est montez dans mon train. Bon, Benoît Hamon dit, montez dans mon train parce que tout est gratos, on donne même des sous en revenu universel. Voilà, Valls dit montez dans mon train parce qu'il est républicain. Et puis Fillon montez dans mon train parce qu'il y a ma femme qui va vous dire quand vous gagnez des sous, etc. Et Martinez dit mais quand je prends le train, c'est pour aller quelque part. Je monte dans un train parce qu'il va à une destination. Il va où, votre train? Oh ben mon train, on s'en fout, il va à Bruxelles, il revient, il tourne en rond, on s'en fout. Enfin, tous les candidats vous dites montez dans mon train, mais ils vous disent pas où va leur train. Eh ben Martinez, il dit il va à la vie. Voilà. Il va à votre vie, il va vous permettre de vous épanouir et si vous devez être électricien, vous devenez électricien et si vous devez être prof, vous devenez prof ou avocat, vous devenez avocat. Voilà. C'est finaliser un programme politique. Et la présidentielle, c'est pas des recettes, ça c'est pas négligeable d'avoir des recettes de cuisine, c'est pas négligeable. Mais la présidentielle, c'est pas ça. La présidentielle, c'est on va où? C'est la finalité, le but, l'objet, la téléologie. Voilà pourquoi je suis candidat. Pour donner un but. Les autres, il n'y en a pas. Mais je ne comprends pas très bien toujours pourquoi vous êtes candidat. Oui, je sais, je me soigne et puis vous m'apprendrez. Mais pourquoi être candidat à l'élection présidentielle puisque vous considérez que tous les problèmes essentiels échappent au gouvernement national? Vous dites l'immigration, mais c'est un problème mondialisé, pas seulement français. Bien sûr. La dette publique, c'est un problème mondialisé. Mais alors qu'est-ce que vous allez faire? Mais pour une raison très simple. Vous n'allez rien faire. C'est ce que j'ai dit. Vous n'avez même pas le train. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, mais j'ai des chameaux. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. La France, c'est pas le Luxembourg. La France est une nation exceptionnelle. Moi, je me souviens, le président Le Pen, que Dieu le glorifie, lumière de l'Occident, le président Le Pen me disait chaque fois... C'est mon habitude marocaine. Chaque fois, je me parlais de mon patron. C'est pas grave. Ça va, j'ai 502, que Dieu le glorifie. Et là, maintenant, que Dieu les rend sa miséricorde. Oui, c'est sûr. Mais président Le Pen me dit...
Oui, gros lapin, je sens que tu as raison, mais j'arrive pas à croire tes trucs, on est une grande puissance, etc. Bon, nous ne sommes pas le Luxembourg, nous ne sommes pas la Moldavie ou la Slovaquie. La France, c'est un prof, moi j'enseigne à Kinshasa, j'enseigne à Oujda, j'enseigne à Séoul. Et je vois bien, c'est pas moi qu'ils applaudissent ou qui viennent écouter, parce qu'on dit des choses, on est porteur de quelque chose. Et précisément parce que la France est une des rares nations au monde, je vous ai dit Israël tout à l'heure, il y a peut-être éventuellement les États-Unis, etc. Nous parlons à l'humanité, nous amenons quelque chose à l'humanité. Et dans cette histoire de la mondialisation, vous avez raison, Martial, ce n'est pas vrai qu'on résout à Paris les problèmes de l'immigration. Ce n'est pas vrai qu'on résout à Paris les problèmes des délocalisations. Ce n'est pas vrai qu'on résout à Paris le problème de la dette ou le problème des déficits. Ça se résout au niveau planétaire parce que ce sont des problèmes planétaire. Moi, j'arrive du procès, encore hier, à la cour d'appel de Rabat-Salé. Eh bien, il y a une vingtaine de policiers qui ont été égorgés par des islamistes. Ça se passe en Turquie, ça se passe au Maroc, ça se passe même à l'Arabie Saoudite, ça se passe en Russie. Donc le problème du terrorisme ou de l'islam, il n'est pas français, il est planétaire. Et quand un problème est planétaire, eh ben l'intelligence fait que ça doit se traiter planétairement. Quand vous avez des souris au plafond du monde, ce n'est pas la peine d'avoir un chat sur les genoux qui fait il faut que le chat monte à l'endroit où il y a des souris. Eh bien, il y a même plus que des souris aujourd'hui, il y a des gros rats au plafond du monde. Il faut donc qu'un chat politique monte au plafond du monde. Eh bien, il n'y en a qu'un, c'est la France. Parce que la France a inventé le concept de souveraineté, parce que la France, je me répète comme les vieilles personnes, a inventé le système métrique. Et il nous appartient à nous d'inventer, Jean Baudin a inventé le concept de souveraineté, il nous appartient à nous d'inventer les instruments, les outils qui vont permettre aux sociétés de la planète, dans les décennies qui vont venir, de résoudre les problèmes qui sont posés au monde, pas simplement à la France. Et voilà pourquoi votre fille est muette et moi je ne le suis pas. Voilà pourquoi je suis candidat à la présidence, enfin pas moi, pourquoi les idées que je porte sont candidates à la présidence de la République, parce que c'est la France. Et si c'était notre pays, je ne serais pas candidat, parce que je ne pourrais pas traiter des problèmes planétaires, voilà. Alors vous les traitez, hein, moi je vous en donne acte, vous proposez un quinquennat, 20 plans, 17 grands chantiers, tout cela, quand on sait que le déficit du budget de l'État est de 72 milliards en 2016 et que la dette doit tourner autour de 2150 milliards, est-ce que vous ne vous prenez pas pour Benoît Hamon démagogie, le panache en plus. Hein. Bien sûr, c'est gentil. Mais il se trouve que je suis professeur de finances. Honnêtement, c'est pas difficile. Il se trouve que je suis professeur de finances publiques. Et si nous avions le débat, je me répète encore une fois, au Maroc, on me dirait, il y a un déficit marocain, on ne pouvait rien faire. Si nous avions le débat aux États-Unis, Monsieur Trump, on dirait, mais il y a un déficit aux États-Unis, on ne pouvait rien faire. Le déficit, il est partout. Mis à part que des pays, bon, un petit peu l'Allemagne, mais l'Allemagne n'a pas un empire sur tous les océans. La Finlande, mais c'est pas sérieux, ces pays-là. Enfin, l'Allemagne peut-être. Donc, autrement dit, c'est relativement, hein, voilà, l'Allemagne, des papis et des mamies, et j'ai une immense tendresse pour moi-même, et donc pour les papis et pour les mamies. Mais bon, voilà, l'Allemagne, c'est pas ce qu'on imagine. Bon, c'est vrai. Donc, le problème des déficits, le problème des finances publiques, c'est morasse. La question n'est pas de savoir si c'est possible, la question c'est de savoir si c'est nécessaire. Voilà, bon, donc, hein. Et je crois, en prof de finances publiques, avoir montré que toutes les réformes que je propose, quand par exemple, je propose un grand plan de renaissance du monde agricole, ça fonctionne en vase communicant. Bien sûr que c'est bien d'avoir quelqu'un du 9-3, un petit du 9-3, un jeune rappeur du 9-3, c'est bien, mais un jeune sur son tracteur dans le 1-2, c'est-à-dire l'Aveyron, ou un jeune sur son tracteur dans le 4-8, c'est-à-dire la Lozère, c'est aussi bien. Donc je transfère des crédits des banlieues de la République, les territoires perdus, etc., vers la Lozère, vers la Corrèze, vers la Creuse, finalement, qui auront autant besoin que les autres. Vous voyez, tout ça est un équilibre à un moment donné. Mais quand bien même ce sera en déficit, il faut sortir de cette névrose des déficits publics. Monsieur Fillon, je suis président d'un État en faillite. C'est faux. Un État n'est jamais en faillite. Qu'il soit la France ou pas la France, un particulier peut être en faillite. Mais un État n'est jamais en faillite. Il a un territoire, il a des intelligences, il a des habitants, il peut prélever des impôts. Il n'est jamais en faillite. Mais ce n'est pas la question essentielle. La question essentielle,
voire Trump, c'est de faire les investissements dont nous avons besoin, les IRM, les mammographies numériques, c'est de faire les investissements universitaires dont nous avons besoin, les routes, les autoroutes, faire en sorte tout à l'heure qu'en Orly, l'électricité ne s'éteigne pas pendant 3 heures parce qu'il y a une surcharge, etc. Et quand on fera ça, mais l'argent reviendra tout seul, voilà. Le général de Gaulle... l'intendant suivra. Mais ce n'est pas qu'une boutade. C'est un professeur de finances publiques qui vous le dit. Ça, c'est une maladie que nous ont donnée les Allemands. Les Allemands ont eu un problème dans les années 30, qui était l'inflation. Voilà. Ils avaient du diabète monétaire. Voilà. Notamment. Et lorsque le président Mitterrand, par peur de la réunification allemande, a voulu arrimer l'Allemagne à l'Europe alors qu'il a arrimé l'Europe à l'Allemagne, il a fait la monnaie, l'euro, qui était du Deutschmark sous un autre nom. Et les Allemands ont posé comme condition qu'on prenne en charge leur névrose monétaire. Et donc, parce que la grand-mère allemande a eu du diabète dans les années 30, toute l'Europe doit manger son sucre budgétaire aujourd'hui. C'est cela, l'histoire des 3%. Ça n'a aucun sens. Candidat Guronzan, il n'y a pas de secret. Allez, une dernière question, parce qu'un petit peu corporatiste quand même, il y a des journalistes dans la salle. Vous voulez créer une cour citoyenne des médias. Évidemment. Et vous pensez qu'on peut contrôler le pouvoir médiatique, entrer dans guerre avec les médias, que vous prenez pour Donald Trump? Écoutez. Avec le même panache. Écoutez, le roi d'Angleterre. Le roi d'Angleterre, il y a laissé sa tête. Il y avait la monarchie absolue. Et pour que la monarchie absolue devienne la monarchie constitutionnelle, ça s'est pas fait tout seul. Et dans le cas français, ça a été beaucoup plus dramatique. Louis XVI, voilà, qui nous avait donné la Pérouse, qui nous avait donné le Pacifique, qui a même fait l'Amérique. Bon. Mais pour que la monarchie absolue de droit divin soit constitutionnalisée, on a payé très cher. Et aujourd'hui, il y a une monarchie absolue, qui est la monarchie médiatique. Ce soir, il va y avoir un débat, il y a Valls, je ne sais pas qui, il y a 1, 2, 3 personnes qui s'interrogent. Qui les a choisis? On ne sait pas qui les a choisis. Ils peuvent raconter leurs bêtises. Ils peuvent dire que Saddam Hussein n'est pas gentil, qu'il sortait les bébés des couveuses, qu'il laissait mourir les bébés des couveuses, qu'il n'était pas gentil, qu'il mettait du mazout sur les cormorans. Tous ces mensonges, qu'il avait l'arme atomique, on l'a bombardé, on a détruit 2 générations de petits Irakiens. Le doyen de Babylone, qui avait fait sa thèse avec moi, est mort d'un cancer, d'un lymphome, à cause de nos bombes à uranium appauvri qu'on lui a balancé sur la tête. Et tout ça couvert par tous les médias, l'ensemble des médias. Il y a Acrimet, une association qui est chargée de... Écoutez, pardon, mais si Marine Le Pen l'emporte sur Bruno Gollnisch, la veille de l'élection, Arlette Chabot invite Marine Le Pen. Dans les minutes qui ont suivi l'émission, dans les minutes qui ont suivi l'élection, 20 000 adhérents supplémentaires pour l'élection du président du Front National. Dans les minutes qui ont suivi l'élection, Arlette Chabot a fait basculer l'élection à elle seule. On ne peut pas contrôler ça? Je n'ai rien contre Marine, que Dieu la glorifie, etc. Mais tout de même, on ne peut pas continuer. L'ensemble des peuples de la Terre ne peuvent pas être soumis au monde médiatique, à l'oligarchie médiatique et aux forces financières qui sont derrière. C'est pour cela que Martinez propose une cour des médias où il y aura des représentants des forces politiques et les médias doivent être constitutionnalisés. C'est la grande idée, une des grandes idées que j'amène. C'est-à-dire, dans la Constitution, il doit y avoir un titre qui s'intitule « Du pouvoir médiatique ». Comme il y a un titre qui s'intitule « Du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif ». Et dans ce titre du pouvoir médiatique, on dira comment on les recrute, comment ils fonctionnent et comment on les sanctionne. Ce qui est le cas pour les députés, ce qui est le cas pour le président de la République. Et bien ce qui doit être le cas à la grande époque de PPDA et aujourd'hui sur iTélé, moi je ne sais plus comment elle s'appelle, la dame adorable qui est sur iTélé ou sur BFM TV, il faut qu'il soit... Moi c'est sorti d'Élise Blaise, moi je ne connais rien. Mais vous voyez, je le dis d'un mode amusant, affection, mais vous sentez bien que je vous dis une chose grande. Il faut que le pouvoir médiatique soit constitutionnalisé. Il faut que le pouvoir médiatique passe sous contrôle démocratique. Ça paraît énorme ce que je dis. Ben oui, le roi, il a pensé que c'était énorme et il a perdu la tête dans le cas du roi britannique et malheureusement le nôtre, etc. C'est une réforme qui doit être faite. Voilà. Les constitutionnalistes aujourd'hui doivent travailler à constitutionnaliser le pouvoir médiatique. Voilà, allez, 2017, le monde a besoin de la France. Jean-Claude Martinez. Et la France a besoin de... Et nous allons tout de suite évoquer
Premier sujet, et là, nos sociétaires qui ont été grand silence, très attentifs, et je les en remercie, vont pouvoir cette fois-ci intervenir sur ce premier thème. Le Parti socialiste est-il mort ? François Mitterrand avait tué le Parti communiste, on dit que François Hollande aura donc tué le Parti socialiste. Au-delà de la boutade, la primaire de la belle Alliance populaire ne semble pas avoir mis un terme au déclin du Parti socialiste. On attend d'ailleurs encore toujours les chiffres au moment où nous faisons cette émission. Faut-il parler de délitement, voire de désintégration, ou alors évoquer un épisode pour un parti qui en a vu d'autres dans son histoire et qui est capable de se renouveler et puis pourquoi pas de rebondir. Nicolas Gardère. Alors mon bon Martial, j'aimerais déjà dire que je me réjouis du mauvais score de Manuel Valls et de sa probable défaite au second tour. Non pas que je vénère Benoît Hamon, vous savez, pour moi ce sont des social traîtres fondamentalement, donc je me réjouis pas de la victoire de Benoît Hamon, mais en tout cas je me réjouis de la défaite probable de Martial Bild, de Manuel Valls. Je me réjouis aussi de la défaite de Martial Bild, mais non. Ce qui a été désavoué, c'est cette ligne. Savez, les non-dits, on en a fait des procès. Ce sous-blairisme autoritaire, cette dérive droitière au fond du Parti socialiste qui a été sanctionné, et c'est tant mieux. Et j'espère que justement, c'est ça qui sortira de cette élection, de cette primaire, que j'ai pas participé. C'est, voilà, le sous-blairisme autoritaire, la dérive droitière de la gauche. Non, on n'en veut pas, c'est pas cette ligne-là qu'on souhaite. Après, pour le reste, sur est-ce que le Parti socialiste va disparaître ? Pour rappeler déjà que, souvenez-vous, en 69, Martial, vous étiez déjà grand-père, en 69, Gaston Defferre fait 5% à l'élection présidentielle. 5%. Mitterrand avait fait, qui était candidat unique de la gauche en 65, avait fait plus de 30. Et moi j'étais au congrès qu'il a désigné, j'étais assistant de Jules Mock. Bon, bravo. Le grand Jules Mock. Le congrès d'Alfortville, vous voyez, qui était droitier. Certes. En tout cas, Defferre fait un score minable. 5%. Bon, Duclos fait plus de 20, mais 5% il avait pour battu le candidat. Savary, parce qu'on voulait désigner Savary. 5% pour le candidat de la SFIO. Souvenez-vous également, 93, les législatives. Cette chambre Bleu Horizon qui a été élue, 57 députés socialistes. 57 en 1993. Donc vraiment ridicule, le PS au plus bas. Le sujet, c'est quoi ? On peut fantasmer, et à la limite, je le souhaite intellectuellement, philosophiquement, fantasmer une PASOKisation du PS. C'est-à-dire, vous savez, le PASOK, le Parti socialiste grec, qui a été un parti majoritaire à la Chambre, au Parlement grec unicaméral, et qui aujourd'hui, ils ont 16 députés. La grosse différence entre la France de la Ve République et la Grèce contemporaine, c'est le système électoral législatif. En Grèce, on a un scrutin proportionnel qui permet que le PASOK soit à 16%, qui permet extrêmement... Et en France, si on avait un scrutin proportionnel, éventuellement que le PS pourrait être totalement marginalisé. Avec le scrutin majoritaire à 2 tours tel qu'on a aujourd'hui, sauf en 86, vous le savez mieux que personne ici, sauf en 86, ça vous a permis d'être député, la proportionnalité a été instaurée. Et ça a permis à la France d'entendre autre chose. Oui. Toujours est-il qu'avec ce scrutin majoritaire à 2 tours, et avec des problématiques qui sont... Le PS, qui est-ce qui a l'argent ? Qui est-ce qui a l'assise, le patrimoine ? Qui a le patrimoine ? Le PS. Parce que intellectuellement, moi, ça me plaît bien l'idée d'une recomposition à gauche avec une sorte de pôle de gauche entre guillemets, avec d'énormes guillemets radicales, avec la gauche du PS, Mélenchon, mon parti Europe Écologie Les Verts, etc. Et une autre gauche libérale avec la droite du PS, les ectoplasmes qu'on a en ministre de l'Intérieur actuel, les Leroux, les racailles comme Leroux ou Le Guen, et puis Macron. Parce que Macron n'est pas Valls. Macron n'est pas Valls, encore une fois. Je ne vais pas défendre particulièrement Emmanuel Macron, mais Emmanuel Macron et Valls, je ne le mets absolument pas sur le même plan. Macron a des idées. Macron a un projet. Macron est de gauche. Il incarne quelque chose de gauche. Vos gueules. Taisez-vous. Macron une seule idée de Macron. Une seule idée de Macron. Non mais, attendez. Une seule idée. Il incarne. Non mais c'est pas ça. C'est pas tant. Macron, ce que je veux dire sur Macron, c'est qu'il incarne en tout cas une idéologie. Comme vous, il aime les mamies. Il incarne. C'est comme Sacha Guitry. Sacha Guitry, j'ai une idée comment elle doit s'ennuyer toute seule. Macron, à voir quel sera son programme exactement. Encore une fois, je suis pas du tout un fanatique de Macron. Mais on connaît pas une idée de Macron. Il incarne une ligne idéologique qui est une gauche libérale. Giscard d'Estaing sans l'accordéon. Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est Giscard. Vous avez raison, Martinez. C'est Giscard. Mais c'est une ligne idéologique
qui existe. Et la droite, c'est la droite orléaniste, Macron, d'une certaine façon. Oui. Certaine façon. Macron, Orléans était là où Valls est la gauche réaliste, c'est-à-dire cette sorte de sous-droite qui est la gauche réaliste, n'incarne absolument rien sur le plan idéologique. Dire le républicanisme, qui aujourd'hui ne signifie juste cette sorte de néant conceptuel, on se réfugie derrière la République pour cacher le fait qu'on n'ait absolument pas d'idée. Donc au fond, intellectuellement, cette recomposition me conviendrait. Mais après, dans le réel, qu'est-ce qu'il y a? Non, on se demandait avec Charlotte si on n'allait pas partir finalement, parce que vous faites très bien le travail. Ce que je veux juste te dire, c'est que... qu'ils doivent être d'accord. Non, mais je dis juste que Valls incarne un néant conceptuel. Je dis justement que Macron d'un côté et la gauche radicale à laquelle je me rattache de l'autre ont des projets politiques. Ce que je veux juste te dire, c'est que quand bien même on pourrait le fantasmer intellectuellement, très concrètement, dans le système de la Ve République, parce que vous avez tous fantasmé depuis des décennies sur la recomposition de l'UMP qui va éclater, etc. Non, il y a Méhaignerie et la droite, l'extrême droite de l'UMP qui sont encore dans le même, et les Ciotti et des Estrosi, je ne sais quoi, ils sont dans le même parti. Donc ça n'éclate pas. Pourquoi ? Parce que sous la Ve, il faut des gros partis. Et ça a fonctionné comme ça depuis le début de la Ve. Il y a 2 blocs, il y a 2 grands partis. C'est l'argent, c'est le patrimoine. On en a toujours là. Donc, je ne crois pas que le PS puisse disparaître si facilement. Voilà la réponse. Non, le Parti Socialiste ne disparaîtra pas. Est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord avec ce point de vue? Ou est-ce que quelqu'un veut rajouter? Allez-y, Pierre Gentillet. Moi, je ne partage pas tout à fait cette analyse, même si la comparaison, effectivement, avec ce qui se passait dans les années 70-80 est pertinente. Je pense que dans cette période-là, il y avait, c'est vrai, le Parti communiste, mais quand on parle qu'il y a une gauche à la gauche du PS, mais qui était en train de chuter. Et le PS était plutôt à partir des années 70, sur une ascension, déjà parce qu'il n'était jamais arrivé au pouvoir sous la Ve République. Ce qui se passe aujourd'hui, je pense, c'est qu'on a des contradictions internes entre la base et les cadres, et en particulier ceux pour lesquels on a voté. Effectivement, Valls, moi j'étais surpris de son score. Je ne pensais pas qu'il serait au second tour. En fait, la raison, je pense, c'est que Montebourg a été trop mauvais. Il a fait une campagne présidentielle pour une primaire à l'intérieur du Parti Socialiste. Ça ne marche pas. Ça aurait marché à droite peut-être, mais ça, à mon avis, pour ça n'a pas marché à gauche. Maintenant, ce qui va jouer, c'est la mort de Valls. Parce que grosso modo, c'est quand même ça le but. C'est de tuer Manuel Valls. Et après, est-ce qu'on peut arriver à une recomposition? C'est assez difficile, je vous l'accorde. Moi, je pense qu'il peut y avoir une recomposition. Pourquoi? En fait, ce qui va provoquer la recomposition, ce n'est ni Mélenchon, ni le PS, c'est Emmanuel Macron. Parce qu'Emmanuel Macron incarne, et ça a été dit très justement, moi je suis d'accord, il incarne quelque chose. Mais quoi? J'arrive. Il incarne pour moi la soumission de la gauche aux idéaux libéraux. C'est-à-dire que maintenant c'est assumé. Autant avec Rocard, où on avait quelques coups timides, etc. Maintenant c'est assumé, c'est la même chose que du Raffarin, du Bruno Le Maire, et on va revenir progressivement on va arriver, parce qu'on est sous la 4ème République. Et qu'est-ce qui caractérisait la 4ème République en plus de l'instabilité? C'est qu'on était en permanence dans une espèce de tripartisme. Et on va avoir un gros pôle centriste, je pense que ça va être ça, qui ira dès Emmanuel Macron, plus Valls, parce que Valls, la personne de Valls sera tuée. Mais tous ceux qui l'ont suivi, tous ces sociaux-libéraux, que certains appellent sociaux-traîtres, et pour le coup je suis assez d'accord avec ça, un pôle de gauche, authentiquement gauche radicale, qui s'inspirera de ce qui a été fait sous Chevènement. Le problème de Chevènement, c'est que vraiment il a loupé son coche. Et un vrai pôle de droite qui arrivera après fatalement. Et c'est ça, cette recomposition qui se fera. Pour terminer, je pense que si Hamon gagne, Hamon il est crédité de 7% dans l'intention de vote, Valls de 11%, mais grosso modo ce qu'il faut retenir, c'est que si Hamon gagne, et il va, je pense, l'emporter, le pôle de gauche de Mélenchon ne va pas faire le score espéré. Au contraire, il sera plus bas que si c'était Valls. Et au contraire, Macron va avoir un boulevard. Et dans le même temps, Fillon, je trouve, n'est pas très bon, parce qu'il se contredit sur certaines positions, on y reviendra peut-être. Et donc du coup, il va avoir un espace qui va gonfler progressivement, avoir de plus en plus de soutien, et va arriver... Comment est-ce qu'un parti explose? Concrètement, comment est-ce qu'un parti explose? C'est les députés qui font exploser le parti. Donc ça se passera au niveau des législatives. C'est-à-dire que si Macron... Admettons, il y a un second tour, Macron-Marine Le Pen. Je termine. Macron gagne. Il n'a pas de parti vraiment avec lui. Et bien là, on va avoir des ralliements qui se passeront. Et là, on aura une vraie recomposition. Et là, on aura un vrai clivage net. Moi, je l'espère, je veux une clarification. La gauche, elle est morte depuis 2005. Enfin, le socialisme au sens Parti socialiste est mort depuis 2005. Maintenant, l'idée est morte, parce qu'il y a une contradiction,
quand est-ce que la structure va péricliter? Quand est-ce que le parti va exploser? Ça, c'est une bombe à retardement. Je pense que ça peut arriver si Macron ça gagne. Meurt jamais un parti. Regardez le parti radical, il est toujours là. Et il avait même une candidate. Ça meurt jamais un parti. 1,60 € par voix. Comprenez qu'aux élections législatives, chaque candidat fait le trottoir électoral et rapporte à son chef 1,60 € multiplié par le nombre de voix. Et ça meurt pas parce qu'il y a des sous. C'est pas aussi bête que ça. C'est un propos qui a été soulevé par Nicolas Gardère, les finances et le patrimoine. Stéphanie Mignon et Charlotte Dornelas. On est content d'avoir Charlotte, mais elle n'a toujours pas parlé, mais donc on l'a, c'est déjà ça. Alors, Stéphanie et après Charlotte. Alors, d'abord, je suis ravie d'être moi aussi, avec Sophie. vous. On a la terre ensemble. C'est facile. Et justement, je repartirais volontiers sur ce que vous disiez, d'abord sur les mers, comme vous dites, ça m'est très cher, les mers. Le territoire maritime français est extraordinaire. Donc oui, c'est honteux que politiquement, ce ne soit pas mise en valeur. Rien que cela nous redonnerait le moral. C'est la caverne Alibaba. C'est extraordinaire, le domaine maritime français. On va vous laisser. Vous parliez tout à l'heure des candidats des primaires. Oui, moi je les trouve plutôt déprimants. Bien sûr. Et du coup, c'est vraiment les candidats déprimants. Alors, la droite, c'était déjà déprimant, mais alors la gauche. Et alors, ce que j'aime particulièrement, c'est la belle alliance populaire. Là, c'est assez comique. Ça va au-delà. Il y a un petit côté musette qui est sympa. Oui, c'est ça. Côté musette, je joue de l'accordéon comme ça, Yvette Horner, André Verschuren. André Verschuren, on va faire une émission avec André Verschuren. J'aurais adoré André Verschuren. C'est comme la COP21, ensemble, sauvons le climat, ou encore une fois le tri sélectif, puisque le tri qui n'est pas sélectif, c'est toujours pareil. Oui, Donc enfin bref, on nage dans le délire complet. Et par contre, là où je rejoins assez bien ces messieurs, c'est que le candidat Macron est extraordinaire. Enfin, quelqu'un qui, c'est une espèce d'apocalypse, de révélation à lui tout seul, il nous dit que le libéralisme est une idée de gauche. Mais il a raison, historiquement, il a raison. Il révèle le rideau se déchire, c'est extraordinaire. Et donc, je pense que c'est les partis qui sont en train de mourir. C'est moi, je bois du petit lait. Et alors, je rejoindrai, là, justement, Bistro Liberté, c'est le génie d'Eugène Delacroix, qui représente, et c'est là que je ne suis pas tout à fait en phase avec vous, Jean-Claude Martinez, professeur, c'est que cette République est formidablement représentée. Regardez cette femme qui ressemble à rien, qui est dénudée, on dirait une fémène, n'est-ce pas? Voilà la République, et alors encadrée de quoi? Encadrée d'un bandit de grand chemin et d'un banquier, c'est-à-dire les rats qui sont dans le plafond du monde. Voilà. Mais on veut bien qu'on est d'accord. Pas confondre. D'où le chat nécessaire. Juste un truc, là, ce qu'on représente, c'est 1789, la République, la Révolution. 1730. Ça, c'est la Révolution. Pardon, c'est 30. C'est 1830. C'est des révolutions bourgeoises. C'est des révolutions bourgeoises. 48, c'est pas bourgeois, 48. On n'a jamais dit le contraire. 48 en juin. Les révolutions sont bourgeoises, absolument, et financières. Elles sont financières. Ah bah, 1793, c'est pas une révolution bourgeoise. Ça, c'est de l'histoire, c'est très bien, mais mon histoire à moi, c'est est-ce que le Parti Socialiste est-il mort? Est-ce qu'il doit mourir ou pas? Il n'y a pas pas de révolution qui ne soit pas financée. Est-ce que le Parti Socialiste va mourir ou pas? Tous les partis vont mourir et c'est chouette. Parfait. Alors, à vous. À moi. Mais je pense que, pour rejoindre un peu une idée de Pierre Gentillet, que pour savoir si le Parti Socialiste va mourir, moi j'ai pas de boule de cristal et je pense qu'il faut attendre les élections. Et se souvenir par ailleurs que le Parti Socialiste est un parti d'élus et qu'effectivement aux législatives on aura une réponse en fonction de la réponse que donnera l'électorat précisément à ça. Il faut se souvenir qu'effectivement en 93 il y avait 52 députés socialistes, mais ce dont il faut surtout se souvenir, c'est qu'en 97, soit 5 ans après, 3, 7, 5... 6, 7, 8. 4 ans après, waouh! 4 ans après. Bon, en 93, ils avaient 52 députés. En 97, donc 4 ans après seulement, ils en avaient 255. Donc, un parti peut ressusciter. Je pense que là, le Parti Socialiste, plutôt que sa mort, paye le prix du quinquennat Hollande, et que Valls essaye d'assumer un héritage un peu différent de celui d'Hollande, ce qui est assez légitime d'ailleurs de sa part, mais qu'il a du mal à... Je pense qu'il subit par ailleurs le syndrome Sarkozy, c'est-à-dire une détestation sur sa personne parce qu'il s'agite un peu de la même manière et que ça exaspère tout le monde parce qu'il n'y a pas de résultat. Mais donc il faudra attendre, je pense, les élections, mais
à mon avis, la question de la disparition du Parti socialiste, je pense que les partis... La question partisane en politique est en train d'exaspérer peu à peu de plus en plus de gens, parce qu'effectivement la question qui se pose à l'électorat, ou en tout cas que revendique l'électorat, sont assez transpartisanes. Mais la vraie question serait, quelles sont les idées défendues par le Parti socialiste une fois qu'il est au pouvoir? On l'a vu avec François Hollande, c'est essentiellement des idées sociétales, de progressisme, etc. Ils se font en permanence le porte-drapeau du progressisme. Qu'est-ce qu'on retiendra de François Hollande? Le mariage pour tous, le délit d'entrave à l'IVG et des attaques répétées sur ce sujet-là. La politique internationale, mais qui est un peu à double jeu aussi. On ne parle pas de la même manière de la Syrie ou du Mali, mais bon, bref. Donc sur la politique sociétale, et il se trouve qu'aujourd'hui, le Parti socialiste disparaît demain, peu importe, puisque toutes ces idées sont portées par tous les autres partis, finalement. Donc en fait, la vraie question, c'est de savoir quelles sont les idées qui vont disparaître ou non du monde politique. Et la véritable question, c'est un peu la question que pose finalement Patrick Buisson, c'est à quel moment de la révolution culturelle, entre guillemets, ou à quelle ère culturelle nous nous trouvons. Et si on se trouve à l'aube d'une nouvelle ère culturelle, alors la question du Parti socialiste ou du Parti républicain ou quoi que ce soit n'a que peu d'importance finalement. Jean-Claude Martinez, vous avez entendu nos sociétaires? À l'aube de ces informations... C'est simplement, je voudrais leur donner des chiffres, c'est le prof de finances publiques. Aujourd'hui, je prends Marine Le Pen parce que je la connais bien, parce que je connais le mouvement, et je vais prendre les autres. Aujourd'hui, un mouvement comme le Front National, qui n'a que 2 députés, sans doute fantastiques, un avocat exceptionnel et une petite jeune fille magnifique qui a été aussi mon étudiante, uniquement avec 2 députés et 1,60 € par voix, chaque jour de financement public, le Front National reçoit 15 000 € par jour de financement public. Bon. Le Parti socialiste reçoit 35 000 € par jour de financement public. Alors même s'ils ont 50 députés multipliés par 80 000 € par député de financement public, plus 1,60 € s'ils refont le score des primaires, 1,60 € multiplié par 2 millions et multiplié par 5 ans pour les 5 ans. Vous comprenez pourquoi ça ne disparaît pas, la superstructure? Parce qu'elle est toujours alimentée. Ils sont bien sûr en phase comateuse, mais il y a toujours le goutte à goutte financier payé par les impôts. Et donc ils ne meurent jamais. Mais moi qui suis contre l'euthanasie, ça me réjouit. Voilà. Mais vous voyez, on peut avoir des concepts, dire oui, le culturel, tout ce qu'on voudra, qui meurt, salaud, crève, le peuple aura ta peau, etc. Mais ça ne meurt pas, un parti politique. Un parti politique, ça ne meurt pas, surtout quand il y a du financement public. Il en reste toujours un élu par-ci, par-là, et il peut redémarrer un autre jour. Alors, ce qui meurt, c'est la domination, à un moment donné, d'un mouvement politique. Mais l'idée socialiste qui n'a... Hamon en est un exemple. Voilà. Ça n'a pas besoin d'être très concret. Le revenu universel, et ben avec ce truc-là, ils vont tenir 20 ou 30 ans avec le revenu universel. Voilà. Ça n'a pas besoin de voir. Les Verts, pardonnez-moi, mettre la terre, il y a l'eau qui monte, la neige fond, les oiseaux disparaissent. Bon, mais c'est un truc, on est tous d'accord là-dessus. Le tri sélectif. Si vous me permettez, on retourne en arrière, c'est difficile, on retourne en avant, etc. Avec des concepts comme ça peut durer éternellement. Donc ça ne meurt pas. Ça ne mourra pas. Ils seront toujours là. Permettez-moi, professeur, mais pour moi, de toute façon, ils seront toujours là. Il va mourir parce que quand le Parti socialiste sera, je sais pas moi, à 6-7%, on aura 20-30 députés. Les derniers députés, eux, ils iront dans la structure de Macron. Et effectivement, il restera une énorme dette, le Parti socialiste endetté, mais c'est ceux qui resteront à la fin qui paieront les pots cassés. Oui, et c'est tout. Et on aura quelques personnes endettées, et c'est tout. Mais non, parce qu'entre-temps, les autres qui ont été au pouvoir, ils auront fait la même politique que ceux qui sont en train de mourir. Et donc, ils mourront à leur tour, et les autres auront une nouvelle jeunesse. Enfin, voyons, c'est... Tout ça n'est pas très optimiste. D'où la nécessité de Martinez. Juste un mot. C'est vrai que là, le professeur Martinez a illustré le grand mal qui frappe les écologistes. C'est la caricature systématique dont nous sommes les premiers responsables, sûrement. Mais la caricature systématique du projet de l'écologie politique, c'est tellement plus ambitieux et tellement plus subtil. C'est évident. Non, mais je sais. Mais je suis sûr que vous méprisez pas en plus le projet de l'écologie politique. En homme intelligent, forcément. Est-ce que vous me permettez une anecdote? André Gorz. C'est ridicule, André Gorz. Est-ce que vous me permettez une anecdote? Un jour, dans le couloir du Parlement européen, il y a Alain Lipiez, il y a Cohn-Bendit, il y a moi, et à un moment donné, Lipiez dit à Cohn-Bendit, mais enfin,
Tu comprends pas que Martinez, il te dit que le monde est important et que la France dirige le monde. C'est un alter-nationaliste, Martinez. Et qu'on m'a dit qu'il dit, bah, c'est trop tard, maintenant on a désigné José Bové, je peux pas le désigner. Bon, allez, c'est parti. Allez. Là, vous avez fini les anecdotes. Vous avez fini les anecdotes. Ça me permet donc de parler des dessins d'Ignace. Tiens, vous êtes dessiné, c'est un cadeau. Je ne prône pas une France mondialisée, mais mondialisante. Là, c'est François Hollande pour décrédibiliser le Parti socialiste. Faites comme Hollande, ne votez pas à la primaire de la gauche. Allez au théâtre. PS pétard versus PS en pétard. Excellent. Ségolène Royal pourrait soutenir Macron et Macron dit « ça tombe bien, je suis royaliste ». Là, très beau dessin aussi. « Tu es là, je te croyais mort », dit la rose socialiste. Et la faucille et le marteau communiste répond « ben si, mais je fais comme toi, je fais semblant d'être vivant ». Et puis, enfin, cette fois-ci, c'est Strauss-Kahn qui prend. Au PS, c'est le bordel. J'arrive. Voilà, on se retrouve dans quelques instants. On va évoquer cette fois-ci non plus le Parti socialiste, mais le Front National. Le Front National, de sensibilité, ou de ligne, ou de faction. Réponse dans quelques instants. À tout de suite. Sur le plateau de Bistro Liberté, heureux de vous retrouver pour la deuxième partie de notre émission, le FN. De sensibilité, de ligne ou de faction? Telle est la question. Les médias classiques, on appelle ici les médias mainstream, aiment à opposer des courants au sein du Front National, électeurs du Nord contre ceux du Sud, ouvriers venant de la gauche contre électorat traditionnel attaché aux valeurs de droite, Marion Maréchal contre Florian Philippot. Au sein du Front National, cohabitent-ils réellement deux sensibilités, deux lignes, deux factions? Et Marie Le Pen, qui est aux portes du pouvoir, joue-t-elle de ces antagonismes pour rassembler et puis aussi assurer son leadership? Je vous pose la question, Jean-Claude Martinez. C'est à vous que je pose d'ailleurs cette question. Oui, vous qui connaissez le Front National pour en avoir été. Oui. Et puis, effectivement, voilà. Oui, il y a au moins deux courants. Enfin, courant, c'est beaucoup dire, au moins de sensibilité, mais il y en a probablement beaucoup plus, quoi, finalement. Oui, alors bon, on me dit, oui, le Sud et le Nord, moi, je sais pas si c'est une vraie division. C'est pas très pertinent comme clivage. Ceux qui sont interventionnistes et puis ceux qui sont libéraux. Mais à l'époque, on avait le docteur Bachelot qui était du côté des libéraux, et puis on avait des autres qui étaient du côté... Il y en avait moins, d'ailleurs, du côté des interventionnistes. Mais je crois que c'est pas propre au FN. Bon, tous les mouvements sont partagés. Un mouvement doit agréger pour arriver au pouvoir ou au port du pouvoir, et donc il doit agréger tout ce qu'il peut agréger, quoi, finalement, quoi. Franchement. Donc vous ne voyez pas une inquiétude particulière? Mais non. Marine règne là-dessus. Même Philippot, je sais que tous les électeurs du Front National, les militants ont très peur, mais Philippot pourra être jeté demain matin si Marine Le Pen décide qu'elle le jette, quoi. Toute personne qui connaît comme moi et comme bien d'autres la famille de notre président bien-aimé ancien, Jean-Marie Le Pen, bon, on sait que, voilà, on est là tant qu'on rend service, et à l'instant où on rend plus service, bon, on n'est plus là, mais c'était pareil à la grande époque de Jacques Chirac du RPR, voilà. C'était vrai chez Mitterrand. Enfin, mais pareil, dans tous les partis. La famille Le Pen dans tous les partis politiques, voilà, dès qu'on rend plus service, bon, on est remplacé. Et puis alors, pour être remplacé, il y a 50 Philippot derrière qui attendent, hein, voilà. Bon, alors, Nicolas Gauthier. C'est bon. Voilà. C'est bien, c'est qu'il y a un débat qui s'installe derrière. Alors, j'entends des gens qui sifflent, d'autres qui disent mais ça suffit de siffler. C'est très bien. On vous invitera la prochaine fois à débattre à notre place, mais pour l'instant, c'est Nicolas Gauthier qui a la parole. Bonsoir, cher Martial. Heureux de tous vous retrouver. Non, effectivement... Vous connaissez-vous le Front National aussi, pour l'avoir étudié, pour avoir fait beaucoup de livres sur le Front National? J'ai été pendant quasiment 30 ans, j'ai pas été député, je vais pas être assez malin. Il aurait mérité. C'est gentil. Non, mais je vais prendre le problème de l'autre côté, du côté médiatique, parce que je suis journaliste avant d'être militant politique. Il faut savoir une chose. Vous êtes... Les portes du pouvoir. Merci, Émeric. Merci pour le bruitage. Ça, c'est nulle part ailleurs que dans la réinformation. Hein.
Vous travaillez au Monde, au Figaro, ou à Libération, ou au Parisien, pour prendre 4 journaux dominants, pour les appeler mainstream. Vous êtes chargé du Front National. Imaginez que tout se passe bien au front. Ce qui arrive parfois au front, il y a 3 jours pour lesquels il ne se passe rien. Mais le chargé du Front National doit remettre au moins 2 papiers par semaine. Et faire un papier pour dire tout se passe bien, ISEM, son chef de service, tu te fous de ma gueule, t'es pas payé pour ça. Donc il fallait trouver le truc où ça va pas. Martinez dans les couloirs a dit un tel que ceci, que cela. Et là, on fait un papier monté de guingois. Bon, après, et ça, mais les journalistes font souvent ça par ignorance, aussi parce qu'il faut bien qu'au prix du mètre carré à Paris, quand on est journaliste parisien, c'est pas facile, qu'on a une famille à nourrir. Après, ça peut être de l'ignorance ou de la nonchalance. Après, en interne, il y a la malveillance. Et il y a beaucoup de gens, je sais bien que j'ai l'impression que Florian Philippot n'est pas très populaire sur ce plateau, mais pour qui connaît bien les arcanes du Front National, et moi je connais Marine, j'ai connu, elle avait 17 ans, elle était standardiste au front, avant qu'elle soit la présidente. Et des gens qui veulent, ou qui estiment être le gourou putatif de Marine Le Pen, et ce que pensent certains membres du Front National, espèce de croyance selon laquelle Philippot aurait marabouté Marine Le Pen, ne connaissent ni Philippot ni Marine Le Pen, parce que ce que dit Marine aujourd'hui, son tropisme visant de la justice sociale, son interventionnisme en politique, son état stratège, planificateur, elle le pensait depuis le début. Et quand elle disait « j'ai toujours été la gauchiste du FN », et elle le dit, et c'était vrai. Après qu'il y ait des courants, oui, c'est une évidence. Il y a des courants partout. Rappelez-vous, le premier théoricien, première tête pensante du Front National, c'est François Duprat, qui en 1974 est nationaliste révolutionnaire, et c'est lui qui prendra les premiers contacts officiels avec l'OLP. Donc on est loin du Reagan français, Le Pen des années 80, qui défend Menem Begin. Donc le Front a connu plusieurs phases de développement. Il y a de multiples tendances. Il n'y a pas une tendance libérale, une tendance étatiste. Il y a une tendance anti-islam, plutôt islamisante. Il y a eu tout ça, et depuis, ça fait quand même 40 ans que ça dure. Bon. Alors, donc votre conclusion, c'est quoi? Ça soulage, se moquer de lui, parce qu'effectivement, on se moque de ses mœurs, mais c'est pas le premier. Personne. Oui, bon, allez, on continue. On rigoler aussi, quoi. Pas moi. Enfin, donc, oui, mais pour moi, c'est l'exemple même du faux débat, quoi. Et l'avantage de Marine Le Pen, c'est que, contrairement à son père qui faisait coexister beaucoup de tendances, avec Marine Le Pen, il y a une ligne, un parti, un chef, et on s'y suit. Et celui qui ne s'appelait pas, mais il s'en va voir ailleurs. Et tout ça, ça fait d'excellents Français, c'est pas un débat important. Et il faut savoir que t'es un peu stalinien, qu'on est de droite aussi. Hein. Allez. Non mais c'est formidable parce que Nicolas Gauthier vient de ruiner toute son argumentation par sa conclusion, c'est exceptionnel. Il y a effectivement... Merci du compliment. Il y a effectivement avec Marine Le Pen une seule ligne qui tient, et il se trouve qu'elle est contradictoire, ou en tout cas elle est contredite par certaines personnes au sein du parti. Enfin, je veux dire, il faut être aveugle ou d'une mauvaise foi hallucinante aujourd'hui pour dire que les médias ont inventé 2 factions au sein du Front National. Il y a un moment, il faut arrêter d'halluciner. Quand on a, ne serait-ce que pour les primaires de la droite, je vais prendre un exemple. J'ai pas dit qu'elles n'existaient pas, j'ai qu'elles étaient mises en scène. Je vais prendre un exemple très précis. Les primaires de la droite, la veille du premier tour, Marion Maréchal Le Pen qui tweet son soutien à Jean-Frédéric Poisson. Le lendemain, Sophie Montel qui dit « Ah, la droite hors les murs » et qui s'en moque éperdument. La question de l'avortement où Florian Philippot tacle plutôt méchamment Marion Maréchal Le Pen. Ces 2 lignes, elles existent. C'est la fameuse fracture qu'il y a au sein de la droite et qui existe bien plus largement qu'au Front National, ça c'est certain. Elle existe aussi chez les Républicains et de manière très large dans la droite classique. Après, pour revenir sur l'opposition sud-nord, etc., je pense que c'est absurde. Mais à mon avis, la vraie ligne de fracture, elle n'est pas au sein des élites du Front National, elle est bien plus entre l'électorat du Front National et aujourd'hui la ligne qui est portée, ou en tout cas qui est largement médiatisée, qui est, qu'on le veuille ou non et que ça nous plaise ou non, celle de Florian Philippot qui est sur tous les plateaux télé. Et c'est pas une critique de Monsieur Philippot lui-même, il porte bien les idées qu'il veut, mais il se trouve qu'aujourd'hui, quand il y a un sondage à large échelle pour la première fois qui est fait dans l'électorat, les gens soutiennent majoritairement Marion Maréchal Le Pen. Vous confondez les militants, les électeurs. Non.
Oui, mais là, je parle des électeurs. Le militant n'est pas l'électeur. Je parle là des électeurs. À mon avis, c'est encore pire chez les militants. Mais bon, passons. Chez les électeurs, le sondage qui est fait, et notamment chez les 18-35 ans, donc l'avenir du parti, il y a, je crois que c'est plus de 70% des gens qui soutiennent la ligne Marion. Alors, on va pouvoir me dire au sein... Attendez, non, juste, je termine. On peut me dire au sein du Front National, ok, les lignes sont exagérées médiatiquement, etc. Peu importe. Quand la question est posée aux électeurs, c'est effectivement le résultat de la médiatisation de la... Non, la question était posée aux militants, pas aux électeurs. Non, c'est les électeurs là qui ont été interrogés. Non. C'est sympathisants. Très précisément, ce sont des sympathisants. C'est comme sympathisants. En fait, ils ont pris 10 000 personnes, ils ont cherché à partir de ces 10 000 personnes. Je peux juste terminer après... Contre 30 pour Philippot. Ah non, c'est pas vrai. Chez les 18-35 ans, c'est 73 ou 74%. Vous découpez tout en tranches. Parce que c'est ça qui est intéressant dans l'avenir du parti, c'est les jeunes, excusez-moi. Ah bah tiens, et hop, on va pas aller se coucher nous. Mais non, mais attendez, on passe notre temps à dire le Front National est le parti de la jeunesse, c'est le parti qui prend l'adhésion des jeunes en France. Et ben alors regardons les jeunes, qu'est-ce qu'ils en pensent au sein du Front National. Aujourd'hui, les jeunes soutiennent la ligne Marion. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui fait voter les gens ? Qu'est-ce qui fait voter les gens pour le Front National aujourd'hui ? Je pense qu'il y a deux raisons essentielles. Il y a la question anti-système sur quoi ? En fait, sur la question de l'immigration et sur les questions sociétales. Et il se trouve qu'aujourd'hui, la ligne n'est pas claire dans ce qui est défendu majoritairement et médiatiquement au sein du Front National. C'est pas une hérésie de le dire, c'est pas une trahison, c'est un fait. Mais Charlotte, ce qui est très clair en revanche, c'est que la seule candidate à la présidentielle pour abroger la loi Taubira, c'est Marine Le Pen. Mais ok, mais c'est pas Jean-Frédéric Poisson qui a disparu des écrans radars, encore moins François Fillon, qui s'est renié surtout là-dessus. Jamais de la vie, j'ai dit le contraire. La seule chose, c'est aujourd'hui, pourquoi la vraie question qui se pose, et on revient un peu au premier débat qui a été, est-ce que finalement c'est une question de parti ou une question de positionnement idéologique ou de mesure politique ? La vraie question, c'est qu'est-ce que culturellement il propose ? Et aujourd'hui, la seule question qui se pose, c'est pourquoi le Front National veut abroger la loi Taubira ? Eh bien, je pense que la réponse n'est pas claire. Mais au moins, on va laisser les autres parler, parce que sinon on ne va pas y arriver. Pierre Gentillet ou Stéphanie Bignon. Comme vous voulez. Je rejoins tout à fait l'opinion de Charlotte. Le contraire m'aurait étonné. Non, le Front National n'est pas clair. Et je reprendrai aussi les propos du professeur Jean-Claude Martinez qui disait tout à l'heure, la politique c'est servir la vie. Et la politique, c'est servir, ça n'est pas se servir. Et la politique, ça n'est pas non plus du clientélisme. Ça n'est pas essayer de ratisser large, éventuellement de profiter de ces courants pour aller chercher à droite, aller chercher à gauche, aller chercher au plus large. Ce qui fait qu'à terme, de toute façon, et j'en reviens à l'idée du sujet précédent, c'est que les partis finissent par se confondre. Les interfaces deviennent de plus en plus floues et donc tout cela finit par perdre un sens complet, en fait, perdre son sens. Et là où on aurait pu voir des positions très claires, c'est précisément sur la loi Taubira ou sur l'avortement. On aurait pu, ça aurait pu être un marqueur puissant. Et un suicide électoral. En fait, mais peu importe. Un suicide électoral. Mais peu importe, c'est pas la question. C'est pas vrai. C'est même pas vrai. D'ailleurs, c'est même pas vrai. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'aujourd'hui, un parti politique ne peut pas exister, de par les rats qui sont dans le plafond, s'il est contre l'avortement. C'est ça le problème, parce qu'il y a des mafias financières, il y a des gros rats derrière qui ne permettraient pas l'existence d'un parti politique digne de ce nom, c'est-à-dire avec une certaine ouverture médiatique. Donc la question se pose vraiment là, le marqueur est là. Et pourquoi en fait ? Pourquoi ces rats du plafond empêchent éventuellement des positions anti-avortement ? Eh bien c'est parce que finalement c'est les droits de l'homme qui se cachent derrière. Et c'est les droits de l'homme qui s'effondrent. Mais bien sûr, dès l'instant où l'homme a des droits et plus des devoirs, eh bien, on peut effectivement marier deux hommes et on peut également tuer l'enfant dans le ventre de sa mère au nom des droits de l'homme. Donc c'est tout le système qui s'effondre et c'est pour ça que je crois que ce manque de clarté au sein du Front National contribue également à la disparition des partis politiques et finalement c'est assez réjouissant parce que le rideau se déchire. Stéphanie Bignon, je suis un peu comme Nicolas Gauthier. Je trouve qu'on fait quand même un peu un procès au Front National parce que
c'est quand même le seul qui soit sur le plus près de la ligne de crête. Je sais bien qu'il n'est pas pur, mais enfin, c'est quand même un mouvement qui est sur ce domaine-là et le seul à défendre encore ces propositions-là. Je cite Marine Le Pen dans Le Figaro, aujourd'hui ou hier. Il n'y a aucune modification ni du périmètre, ni de l'accès, ni du remboursement de l'IVG. Autrement dit, elle conserve la loi Veil, elle l'a dit. C'est vrai qu'elle s'est beaucoup contredite depuis les élections de 2011. Le Front National n'a jamais mis la lutte contre l'avortement dans son programme, si ce n'est en 2002, le programme de Bruno Gollnich. La politique, c'est servir la vie. C'est d'abord ça. Les fondamentaux du Front National, ça n'a jamais été l'IVG, ça c'est un fantasme de certains cathos tradis. Mais c'est le reproche que je lui fais. La politique, c'est servir la vie. Point. Donc c'est une question fondamentale. C'est une question fondamentale qui aurait pu être un marqueur. Faire de la politique, qui ne l'est pas. Mais là, on n'est pas en train de discuter de est-ce que le programme du Front National est bien ou pas. On est en train de discuter est-ce qu'il y a 2 lignes au sein du Front National. Voilà. De fait, ces 2 lignes existent. Point barre. Mais ces 2 lignes ne sont pas sur l'avortement. Mais pas uniquement. Mais sur effectivement la différence entre souveraineté et identité, elle existe aussi. Entre le aussi. chômage, l'immigration, la délinquance, le sentiment de déclassement. Mais pourquoi est-ce que Nicolas Gauthier, reconnaissez que ça a été médiatiquement le sujet de la primaire de la droite. Reconnaissez que ce sont les médias qui ont mis l'avortement. Et tous les gens de cœur commun sont plumés par Fillon. Et je note quand même qu'il y a 50 000 personnes. Les gens de sens commun, ils ont participé à la marche pour la vie. Je note quand même qu'il y a 50 000 personnes. Nicolas Gauthier. Ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé, mais il y a 50 000 personnes qui descendent, il fait -5, il y a 50 000 personnes qui descendent sur tes sauts. Plaisir, c'était un Woodstock de droite, il faisait froid, mais politiquement, ça n'a rien changé. Je suis pas sûr que ça fasse plaisir à grand monde. Il faut arrêter de décrédibiliser tout ce qui sort un peu des lignes politiques. Je fais Nicolas, à chaque fois qu'il y a un Nicolas, et là, je suis obligé de faire Nicolas. Reconnaissez avec moi que descendre faire 50 000 personnes dans la rue mais qu'est-ce qu'il en reste pour des principes et non pas pour demander de l'argent. Je l'ai vu. Politiquement, il n'est resté à rien. Vous voulez que je vous dise? Attendez. Rien. Parce que les gens de sens commun ont été se prostituer chez Fillon, ils n'ont même pas eu le courage de soutenir Poisson parce qu'ils disent on va voter utile, donc ils ont voté inutile pour Fillon, et maintenant ils sont gros gens comme devant, et ils vont emmerder Marine Le Pen. Je sais pas d'accord. On termine sur le Front National. Juste pour répondre sur cette question de qu'est-ce qui reste, parce que c'est toujours l'ultime question. Qu'est-ce qui reste de la marche pour la vie? Qu'est-ce qui reste de la manif pour tous? Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire les partis politiques sont en train de trahir toutes leurs idées en permanence, etc. Qu'est-ce qui reste de la marche pour la vie? Des gens qui sont engagés et qui répondent toute la journée à des jeunes filles qui vont avorter ou non. Des gens qui passent leur journée à répondre concrètement sur ces sujets-là. Pendant que les hommes politiques, eux, sont en train de... Mais c'est pas de la politique, c'est de l'humanitaire, ça. Mais peu importe. Vous ne votez même pas. Vous n'êtes pas inscrits, vous faites politique, vous ne votez pas. Il y a un moment où les sujets qui tiennent à cœur aux gens... Il y a un moment où les sujets qui tiennent à cœur aux gens qui descendent dans la rue le dimanche après-midi quand il fait -10, ces gens-là sont engagés concrètement dans la vie des gens. Ce que devrait faire le politique, mais ce que le politique ne fait pas. Accepter que 50 000 personnes descendent dans la rue et se disent les politiques nous ont tous trahis. Mais vous confondez l'humanitaire et le politique. On va passer 2 heures par jour à aller se battre à Sens Commun ou au Front National ou où vous voulez. Mais on va passer 10 heures. Mais de fait, on va passer aussi 10 heures par jour à répondre à ces filles en direct parce qu'on n'attend plus rien du politique. Mais donc il n'y a pas... Il faut laisser parler Pierre Gentillet, le temps passe. Pierre Gentillet, on n'a jamais contesté l'utilité de ces films. Mais comme là, on est dans le domaine presque de l'humanitaire. Et je dis pas ça. C'est bien, je suis pas du tout méprisant. On est dans le domaine que devrait relever le politique, en fait. Mais encore une fois, ce que je dis, pour rebondir sur ce qu'on disait avant, c'est que qu'est-ce qu'il en reste? Qu'est-ce qu'il en reste de tous ces gens, la manif pour tous? Je dis pas qu'ils vont tous voter Fillon, mais il y en a plein. On peut faire plein de procès au Front National, et j'aurais plein de critiques à faire au Front National, mais j'aurais peut-être pas le temps de toutes les faire. Mais quel est le seul parti qui, et ça n'a pas changé, même si c'est marqué, même s'il y en a plein, on sait tous, on se doute bien que Florian Philippot, effectivement, c'est pas son cheval de bataille, mais ça reste dans le programme. Donc les gens qui vont... Et pourquoi est-ce que ces mouvements se démobilisent? Parce que les gens, je dis pas les gens, une partie des gens qui sortent dans la rue de la manif pour tous, etc., qui étaient, pardonnez-moi pas que ça, mais il y avait majoritairement, je le voyais, je les ai fait aussi, des bourgeois. Et ces gens-là, j'avais déjà dit ça aussi, c'est entre les valeurs et le portefeuille, ces gens-là ont choisi le portefeuille et iront voter Fillon. C'est comme ça que ça s'est terminé pour ces gens-là. Maintenant, sur la question des 2 lignes, je voudrais juste rebondir sur ce que tu as dit juste avant. Tu as commencé à dire qu'il y a 2 lignes qui s'opposent entre souveraineté et identité. Ça ne s'oppose pas, c'est complémentaire.
Non, ça peut être complémentaire. Non, c'est complémentaire. Tu ne peux pas régler la question du flux migratoire si tu ne reviens pas sur les accords de Bruxelles. Sinon, tu votes Fillon, effectivement. Voilà, tu dis, on va effectivement, faut moins d'immigration, par contre, je ne touche pas au traité européen. Les deux sont totalement complémentaires. On ne peut pas faire ça. C'est nécessaire, mais pas donc suffisant. Donc ces deux lignes vont ensemble. Et là, je suis d'accord avec ce que disait mon camarade tout à l'heure, c'est que moi, je pense que c'est pas il y a deux lignes, il y a deux sensibilités. Et ces deux sensibilités, on les transforme en lignes qui veulent s'affronter. Le parti n'explosera pour ça. Les grands fondamentaux, immigration, politique internationale, Union européenne, enfin, j'en cite quelques-uns. Là-dessus, ça change pas. Il y a deux points de chauffe. Et là, je serais d'accord avec Stéphanie. Je laisse la conclusion. Il y a deux points de chauffe. C'est les questions qui touchent autour de la religion, la laïcité, etc. Sur le conservatisme. Et puis, le deuxième, je l'ai oublié. Voilà. C'est pas grave. Alors, Jean-Claude Martinez, ça n'est pas important. Vous avez entendu Pierre Gentillet, vous a dit le Front National, ce sont deux sensibilités. Il n'y aura jamais deux fractures. D'ailleurs, on n'a jamais connu de fracture au Front National. Vous en êtes le plus grand témoin. Bien sûr. Oui, mais je crois que Nicolas et Charlotte ont raison. Ce qui est tragique dans l'histoire du... On n'a pas raison en même temps dans ce cas-là. Non, la tragédie, elle n'est pas là. C'est que les événements et puis le vide des autres peuvent amener, pour reprendre l'expression de Martial Ville, Marine aux portes du pouvoir. Et ces présidentielles ne se jouent pas sur 10 points de différence, elles se jouent sur 1 point, 2 points, 3 points de différence. Lorsque samedi, je fais un petit tour à Palavas pour aller embrasser mon président, etc., je vois 800 personnes. Je vois 800 personnes à un dîner du père Le Pen, si j'ose dire. Voilà, 800 personnes. Et donc, si on rentre dans cette zone, et on peut rentrer 49, 50, 51, il va manquer à Marine ces 2-3 points qui vont faire la différence. Et c'est la raison pour laquelle, moi, j'avais conceptualisé pendant des années le concept de vie. Parce que le concept de vie permet à ceux qui sont des enragés contre l'euthanasie comme moi, à ceux qui sont, pour que la France puisse avoir plein de petits bébés catholiques, etc. Il y en a d'autres, etc. Voilà. Ils disent bravo, il ferait mieux de les faire. Mais l'avantage du concept... Non, mais l'avantage du paradigme de la vie, c'est qu'il permettait de traiter des problèmes budgétaires, des problèmes migratoires et des problèmes d'environnement, comme l'avocat tout à l'heure, et en même temps d'avoir un écho que pouvait entendre Stéphanie, que pouvait entendre Charlotte, etc. Et c'est là, je lui ai offert sur un plateau ce nouveau paradigme politique. Bon, neurologiquement, son cerveau lui permettait pas. Voilà, je le dis, c'est aussi bête que ça. Il est professeur, il est médecin, vous voyez. Et j'étais professeur de la personne en question. En début d'émission, vous parliez de la France du lointain, est une chose effectivement... C'est un problème de connexion neurologique. Moi, je suis daltonien. On a beau me filer des coups de pied dans le derrière, je vois pas le rouge et le vert. Et elle, c'est pareil. Cher professeur, cette France du lointain que vous avez évoquée tout à l'heure en début d'émission, effectivement, c'est à mettre au moins... c'est pour ça que j'ai trouvé sympathique le sang vert de tout à l'heure. J'ai cru qu'il était rouge. Oui. Mais Marine, reconnaissez-moi Marine Le Pen d'avoir repris à son compte, effectivement, cette idée d'une France plus grande, deuxième espace maritime français. Non, mais qu'elle ait lu la plaquette, je m'en suis aperçu. Je pense qu'elle le pensait avant d'avoir lu la plaquette. Non, je pense le contraire. Ne faites pas son Permettez-moi de penser le contraire pour avoir été le professeur de Marine. Il était professeur de tout le monde ici. Moi, j'ai fait des études d'histoire. Et pour l'avoir vu faire ses devoirs dans mon bureau à l'Assemblée nationale. Voilà. Vous avez ici, vous demandez qui est-ce qui a été l'élève. Le serveur, il a été l'élève. Il était l'élève. Le producteur de l'émission, il a été l'élève. De toute façon, Charlotte Dornelas. Mais Marion était dans mon amphi aussi. Voilà, donc tout le monde. Non, mais juste pour terminer, on a effectivement disserté beaucoup sur les deux lignes qui s'opposent au sein du Front National, et on s'est effectivement focalisé pas mal sur les 2-3% qui risquent, ou les 5-6% qui risquent de manquer à Marine. Mais même pour revenir sur l'essentiel, pourquoi aujourd'hui les gens votent Front National ? Franchement, pour les Arabes à la mer, voilà, il n'y a pas d'autre truc. Évidemment. Qui vote pour les Arabes à la mer. Mais c'est la seule raison du vote, les Arabes à la mer. C'est absolument certain que si aujourd'hui les gens rejoignent le Front National, et parce que, qu'on le veuille ou non, effectivement, on est tous dépendants, et le Front National a les conséquences électorales de l'ère médiatique dans laquelle nous vivons, et qu'aujourd'hui, si les gens rejoignent le Front National, c'est uniquement pour la question de l'immigration. Et
quand on a... Mais bien sûr que si, c'est bon. Il y a quelques gens à la marge qui vont rejoindre pour l'euro, mais l'euro, qui s'en fout? Tout le monde, sérieusement. Il y a l'immigration, et il y a surtout le sentiment, je vous invite à le dire, le sentiment... de France périphérique, donc l'immigration, pardon. Non, c'est pire que ça, c'est le sentiment de déclassement, d'être étranger dans son propre pays, mais pas uniquement... C'est ça, c'est pas l'immigration. Alors franchement, je vais être claire, aujourd'hui, les gens qui rejoignent le Front National, c'est pas une question d'arabe à la mer, c'est une question de qu'est-ce que je peux faire finalement pour survivre. C'est pas une question d'aller tuer quelqu'un, d'aller jeter quelqu'un à la mer. C'est qu'est-ce que je peux faire pour survivre. C'est très différent. C'est une formule, elle n'est pas contradictoire avec ce que vous dites. Oui, c'est une souffrance, mais c'est une souffrance qui peut amener à une belle action ou pas. C'est à vous d'en décider, sûrement pas à moi. Allez, eh bien, Ignace, bien évidemment, a été inspiré au-delà de nos espérances entre cette fracture, cette sensibilité entre Marion Maréchal et Florian Philippot. Florian Philippot dit « j'ai l'appareil » et Marion Maréchal répond « et moi l'électorat ». Et Marine dit « va falloir trouver un compromis ». Eh bien, on va lui faire confiance. Et puis, l'antagonisme ne date pas d'hier. Florian Philippot, je suis gaulliste, et moi, maréchal. Comprendra qui voudra. Ah là 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 là. Allez, le dernier point de notre émission sera les artistes et autres people ont-ils leur place dans les campagnes électorales? On se retrouve tout de suite. Allez sur la rubrique dontvliberté.com, rubrique Don. Dernier débat de cette émission, aux États-Unis lors de la présidentielle, mais aussi en France et dans de nombreux autres pays, stars, vedettes, sportifs et autres people jouent de leur notoriété pour intervenir dans le débat politique ou idéologique. Cette implication dans la vie publique et citoyenne est-elle nécessaire? Est-elle payante? Ou sert-elle de repoussoir à des peuples qui se détournent des élites, souvent autoproclamées? Les artistes et autres people ont-ils leur place dans les campagnes électorales à l'aune de ce qui est passé aux États-Unis? Nicolas Gardère. Les artistes et les people, je ne sais quoi, qui prennent des positions politiques qui sont en totale inadéquation ou sans aucun lien avec ce qu'ils expriment sur le plan de leur célébrité, ça n'a rigoureusement aucun intérêt. Je pense que ça n'a rigoureusement aucun impact. Quand on n'est pas un artiste engagé au sens le plus fort, c'est-à-dire que son art en tant que tel est politique, je pense que ça n'a aucun impact, ça ne pèse absolument pas sur les élections, on l'a bien vu aux États-Unis. Et je ne pense même pas que ça a dégoûté les gens, parce que les gens qui ont soutenu Hillary Clinton, c'est pas des germano-pratins américains, c'est pas Concord, Massachusetts. Vous savez, Concord, c'est un peu la Mecque intellectuelle, historique, vous savez, Emerson, Thoreau, etc. C'est pas ça. C'est des artistes populaires, c'est de la pop musique, c'est Madonna, c'est Rihanna, c'est Beyoncé. C'est des gens qui... Non. D'accord. D'accord. Ce que je veux juste te dire, c'est que... Ici, au moins, non, c'est pas un repoussoir dans le sens où ces gens ont un énorme succès populaire. Ce ne sont pas des intellectuels germano-pratins ou de Concord, Massachusetts. Ce que je veux juste te dire... Pas pour les élections. Non, mais c'est ça que je te dis. Pas pour leur prise de position politique de merde. C'est pour ça que je vous dis précisément... Mais non. Ce qu'il faut bien dire par rapport à votre question initiale... il n'y a pas de rejet. J'ai bien compris. Il n'y a pas de rejet. C'est pas l'élite, Rihanna. C'est juste une indifférence totale, une neutralité totale. En revanche, rappelons que certains artistes qui sont fourvoyés finalement à soutenir des politiques qui étaient en décalage avec leur cible marketing. Je pense notamment à ces pauvres Faudel et Doc Gynéco, dont la carrière était déjà déclinante. Mais Faudel et Gynéco ont soutenu Sarkozy à un moment. Qu'est-ce qu'ils sont dégueulasses dans le public là? C'est ça. Mais tenez-vous, bande de jeunes cons. Nicolas. Ce que je veux juste te dire, c'est que... Non, mais attendez. Ces artistes... Parce qu'un artiste, quand Johnny est à droite, et Johnny n'est pas horriblement à droite, il est juste à droite comme une sorte d'évidence, sans exubérance, sans extravagance. Comme une sorte d'évidence. Quand à un moment... Tais-toi, Dornelas. Quand à un moment... Sexiste, machiste. Quand Faudel... C'est ça. C'est comme ce conte Fillon. Non, mais attends. Ce conte Fillon qui dit les attaques contre Pénélope, attachés parlementaires, emploi fictif, sont misogynes. C'est tellement ridicule. Enfin bon, quand Faudel et Gynéco... C'est ce que vous avez fait pendant 40 ans. C'est ridicule. Quand Faudel et Gynéco ont soutenu Sarkozy, c'était en décalage par rapport à leur cible et ça leur a ruiné leur carrière. Ça fait 6 minutes. Autant que ça. Je vous ai donné 6 minutes. Non, mais pour censurer sur le deuxième sujet. Quelque chose qu'on a bien compris. Est-ce qu'on peut poursuivre? Est-ce qu'on peut poursuivre? Bah oui.
On ne va pas dire que vous avez été censuré là, cette fois-ci. Pierre Gentillet. Pour reprendre le sujet, je pense que en fait, si les people, comme on dit, si les personnalités se mêlent plus de politique, c'est parce qu'ils se rendent compte que les hommes politiques leur ressemblent. C'est-à-dire que ce sont des marionnettes et qu'ils n'ont aucun pouvoir. C'est ça qui fait, d'après moi, aussi, il n'y a pas que ça, mais aussi le rapprochement. Le politique aujourd'hui, celui qui a vraiment le pouvoir il est dans la sphère économique, il n'est plus dans la sphère politique, pour tout un tas de raisons, pour des questions de souveraineté, tout ça c'est une évidence. Et aujourd'hui, comme les politiques sont un petit peu, ils n'ont qu'une chose à faire, ils peuvent faire qu'une chose, c'est de gesticuler. C'est gesticuler, donc à la fin ils finissent par faire du théâtre. Parce que ça devient du théâtre. Vous voyez, on invente des scénarios. Et je voyais ça aux États-Unis avec Hillary Clinton et Trump. Ils se sont connus à un moment, et puis voilà, maintenant ils se retrouvent face à face. On invente des scénarios, on invente des histoires. Et l'homme politique, au fond, devient un acteur de théâtre. Je n'ai pas plus à dire, je pense que c'est vraiment ça, quoi. Nicolas Gauthier. Une chose, là effectivement, on a beaucoup les médias français, européens ont beaucoup glosé sur la cérémonie d'investiture de Donald Trump, en disant il devait avoir Elton John, il devait avoir Andrea Bocelli, il les a pas eu. Il a eu quoi? Il a eu Toby Keith. Personne ne sait qui est Toby Keith, sauf que c'est le chanteur de country qui vend le plus de disques aux États-Unis. C'est le Johnny Cash des temps modernes. Et la country, c'est de droite. C'est le Johnny Cash des temps modernes. Oui. Toby Keith, il y a Dwight Yoakam, d'autres comme ça, qui sont en gros, qui sont les Michel Sardou américains. Alors Michel Sardou est inconnu outre-Atlantique, mais tous les gens qui ont chanté pour Donald Trump sont les plus gros vendeurs de disques en une époque où on vend plus beaucoup de disques. Et c'est vrai qu'on a une vision du showbiz côte est, côte ouest. Donc le rap, Leonard Cohen, donc vient de pleurer la disparition, mais qui est le chanteur de Greenwich Village, vraiment pour une petite minorité côtière américaine. Papy. Comment? Ça suffit, papy. Allez. Tu fais du jeunisme, là. Bon, qu'est-ce que vous voulez... Alors, dites-moi, donc en fait, il a eu ses chanteurs aussi, il a eu ses people. Ces vrais chanteurs, mais qui sont les plus populaires aux États-Unis, sauf que nous, on les connaît pas, quoi. C'est comme dire en France, juste préciser... Frédéric François vend plus de disques que Jean Guidoni ou Jacques Higelin. Et même si j'aime Jacques Higelin... Ma question, voilà. elle est très simple. Est-ce qu'ils ont leur place dans la campagne électorale? J'ai oublié de vous répondre. Pas dans la soirée d'investiture, que les gens chantent. Cette histoire, effectivement, n'est pas neuve. La grande Kalsoum a chanté pour Gamal Abdel Nasser. Férouz, grande cantatrice libanaise, a chanté pour des chefs d'État. Léonard de Vinci pour François Ier. Voilà. Molière a joué pour Louis XIV. Donc les rapports entre showbiz et politique sont vieux comme le monde. Après, est-ce que ça change les choses? Et là, Gardère a raison. Je pense pas que ce soit Domenico et Faudel qui ait fait élire Sarkozy en 2007. Ça veut donc dire que cela n'a pas d'incidence au même titre. D'accord. Aucune. Vous considérez pas, par exemple, National... Nicolas Gauthier, je vous pose une question, oui. Donc écoutez-moi, comme ça vous pourrez y répondre plus facilement. Est-ce que vous ne considérez pas que, par exemple, en fin de la campagne d'Hillary Clinton, l'arrivée massive de chanteurs comme Beyoncé, son époux, Madonna, etc., ont eu un effet refouloir, pas forcément. Un effet repoussoir en disant, face à ces gens qui sont très riches, qui n'ont pas de compétences particulières, est-ce que j'ai pas besoin de retrouver quelque chose de plus simple? Que le clan pain de base, le clan pain de base et les lecteurs effectivement de l'Iowa en aient marre de voir défiler des rappeurs milliardaires, des chaînes en or de 3 kilos et des filles qui chantent en slip. À un moment, ça peut l'agacer. Mais de toute façon, ce mec-là aurait voté Trump. Il aurait voté républicain anyway. Donc Nicolas, vous admettez qu'il existe des idiots, peut-être même en France aussi, que ça représentait une part importante. Quand Cyril Hanouna, il dit Nicolas Sarkozy, on est d'accord, il nous dit il est sympathique, etc., et qu'après ces gens-là, il le fera peut-être pas, j'en sais rien, enfin, ils vont se présenter dans les meetings, vous pensez pas qu'il y a des idiots qui peuvent voter pour ces gens-là? On est d'accord. Moi, je pense que ça peut jouer. Malheureusement, c'est... Churchill disait le meilleur argument contre la démocratie, c'est 5 minutes avec l'électeur moyen. J'irai pas jusque-là aussi loin, mais il y a des gens auxquels vous leur donnez le droit de vote, ils votent n'importe quoi, même ce que disent les people qui sont quand même... Éventuellement qu'on ait un tas d'idiots, mais au stade clinique, oui, on peut être influencé par Cyril Hanouna. Mais là, ça concerne des cas... Mais il y en a beaucoup, c'est une des émissions les plus vues. C'est ça qui est terrible. Non, mais je veux dire... Elle est vachement vue. Regardez l'impact sur Twitter. Regardez l'impact de la télé-réalité sur le mode de fonctionnement des jeunes. Je pense que je suis celle qui a le moins de mépris pour les gens qui regardent Cyril Hanouna. Non pas que je le regarde. Mais tu le regardes. Parce que t'es jeune. Non pas que je le regarde.
Non pas que je le regarde, mais parce que je suis la seule peut-être à assumer d'être antidémocrate pour la simple et bonne raison que je n'ai pas les capacités aujourd'hui de juger tous les points. Quel cauchemar. Quel cauchemar. Quel cauchemar. Le mec, tu comprends ce qui se passe, toi ? C'est cauchemardesque dans Dornelas. Nicolas Gardère vote et personne n'est antidémocrate. Il faudra m'expliquer, tu vois. Tu ne votes pas. On poursuit. Mais non, mais c'est pas ça la question. C'est simplement que, au bout d'un moment, je sais pas, je vous écoute là, vous êtes tous d'accord pour mépriser le peuple qui regarde Cyril Hanouna. Non, mais attendez, c'est la majorité aujourd'hui des Français qui regardent Cyril Hanouna. Non, c'est la majorité des gens regardent plus la télévision. Même pas 1 million de gens. La majorité des gens regardent de délirer dans Non, c'est la majorité du. Ça marche. Écoutez, arrêtez. Ça marche. C'est toi la violence culturelle. Nicolas Gardère, stop. Non, mais c'est elle la violence Nicolas Gardère, Hanouna, plus de téléspectateurs cartés. Ça, c'est clair. C'est l'homme qui a le plus. C'est comme ça. C'est l'homme qui a le plus d'audience médiatique. Et il se trouve qu'on connaît tous aujourd'hui Hanouna. Et donc, il a quand même un rayonnement, qu'on le veuille ou non, évidemment, qui est évident. Mais oui, donc, je te kiffe, ma petite. Tout le monde le sait. Bon, voilà, Hanouna. exactement. Voilà, bon, allez. Même moi, je le sais. Donc, ensuite, voyez, pour revenir sur la question artistique. Bon, alors, pour passer très vite sur la question de Trump, aujourd'hui, on a eu... aujourd'hui, les quelques jours qui ont précédé, on a eu des manifestations, les femmes contre Trump, parce que tu comprends, ma sœur, elle est en danger avec Trump. Ta sœur, elle a voté Trump, en fait, parce que T'as envie qu'on grab the pussy ? Il se trouve... Non, mais grab the pussy, mais ta gueule. Mais tais-toi, mais comment tu... Non, mais il y a un moment où, sur ce plateau, j'ai précisé qu'il était absolument insupportable d'entendre une phrase pareille dans la bouche d'un candidat à l'élection présidentielle américaine, mais... Je voudrais quand même remettre les choses à leur place. Il y a aujourd'hui un gars qui s'appelle Bill Clinton, qui est le mari de la femme qui était la candidate, la concurrente, on va dire, de Trump, qui a sauté sa secrétaire. Alors évidemment, les gauchistes, ça les gêne pas. Ça a sauté sa secrétaire, c'est juste anecdotique, tu vois. Peut-être qu'on s'en l'intention. Mais il se trouve, peu importe, il nous reste 3 minutes montre en main. Il se trouve qu'on ne juge pas une élection dans le pays le plus puissant du monde aujourd'hui sur une pauvre phrase qui a été prononcée il y a 15 ans, même si elle est insupportable, et j'ai été la première à le dire sur ce plateau, et à dire qu'elle était même inexcusable. Bon. Il se trouve que... C'était pas très gracieux. Non, mais c'était inexcusable. Bon, bref. Il se trouve qu'une Madonna qui vient nous expliquer... Enfin, il faut quand même voir qu'aujourd'hui, Madonna est en tête du cortège des femmes qui défendent comment ça s'appelle, la dignité des femmes. C'est la même Minette qui, il y a 3 semaines, nous expliquait qu'elle était prête à faire une fellation à tous les électeurs d'Hillary Clinton. Mais excusez-moi. Non, mais attendez. Il se trouve que, excusez-moi, mais pour défendre la dignité, ma dignité en l'occurrence, même Trump à côté, c'est le gentleman de service, tu vois. Bon. Allez, ok, je termine. Je pense que la dernière polémique un peu en date sur les artistes et la politique, c'est celle de Polanski, qui était nommé pour la cérémonie des Césars, si je ne me trompe pas, qui a lui-même renoncé à y participer. Je pense que le monde artistique, on l'appelle comme on veut, est en train de se prendre le retour de bâton. C'est-à-dire que pendant des années, ils ont voulu donner leur avis sur la question politique, sur les questions... En fait, ils ont voulu être des donneurs de leçons sur le plan moral, ce que personne ne leur demandait. Polanski est un homme qui, sur le plan artistique, a toutes les qualités nécessaires pour présider la cérémonie des Césars. Si aujourd'hui... le public a critiqué sa nomination dans la cérémonie des Césars, c'est précisément parce que le monde artistique, et pas nécessairement Polanski en l'occurrence, mais le monde artistique se pose en permanence en donneur de leçons morales, qu'ils ont dit, excusez-nous, mais un violeur qui n'est pas poursuivi, ça va bien. Et Céline, on lui pardonne ? C'est ça le sujet que je pose. Céline, c'était une autre époque à laquelle personne se donnait... Non, mais on peut en parler aujourd'hui de Céline, tu vois. D'accord, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. Ça va tomber très mal. Céline Martinez de l'Académie française. Bah oui, de fait. Allez, on termine. Jean-Claude Martinez. Est-ce que, réponse rapide, je suis désolé, est-ce que les artistes et les autres people ont leur place dans les campagnes électorales ? Oui, normalement, ils ne devraient pas l'avoir, mais ça pose la question de tout à l'heure. C'est la place du monde médiatique, parce que l'artiste n'accède que par le monde médiatique. Alors, il est évident que ça donne à un candidat une grande visibilité s'il a quelques vedettes avec lui. Mais il suffit d'avoir fait des campagnes électorales, cantonales ou autres, et moi, je fais la tournée des maires. Là, je vous assure, mes amis,
pareil. Hein. Quand vous arrivez, vous faites les maires de la Creuse, vous faites les maires du Cher ou de l'Indre, je vous assure, toutes les personnes que vous avez citées, mais alors vraiment, ça leur passe vraiment au-dessus de la tête. Hein, vraiment. Vous n'imaginez pas, bien sûr qu'il y a Facebook, etc. Bien sûr que le président Obama, sur Facebook, il y a plein de petits garçons qui amenaient les billes pour qu'ils puissent avoir des sous pour faire sa campagne présidentielle. Mais où vous avez des courants de fond, vous les avez pas, quoi. Et bon, c'est bien d'être sur le plateau de Martial, c'est magnifique, mais je vous assure, quand vous êtes dans le Massif central, quand vous êtes en Corrèze, mais c'est à des années-lumière de ce que j'entends, des années-lumière. Et je vous assure qu'ils votent vraiment pas pour, je sais pas quoi, les people, quand vous êtes à Roubaix, ils votent pour Cyril Hanouna. Mais vraiment, c'est autre chose. Hein. Wow, là, bien vraiment, Roubaix, tout à l'heure, on parlait de la cassure au sein du Front National, alors là, la cassure, c'est abyssal. Oui, tout le monde aime Renault. Mais le problème, c'est que dans la Corrèze, plus personne ne va voter. Ne croyez pas ça. Mais bien sûr que les paysans vont voter, ne croyez pas ça. Chirac, ils votent Chirac en 2017. Oui, ils votent Chirac. Non, mais d'accord. Mais les ruraux, je dis paysans, mais les ruraux votent. Et les ruraux, ils votent quoi, monsieur Martinez? Ils votent le Front National. Mais non, ils votent Front National, ils ont voté Chirac. Pourquoi? Non mais attendez, pourquoi ils votent Front National? Mais parce que bien sûr, ils ont le plus grand taux de suicide. Parce qu'ils sont dépressifs. Faut être dépressif pour voter pour le Front, tu le sais bien, Mandela. Mieux que personne, tu le sais. Mais parce que ça arrive aussi en Corrèze. Ça arrive aussi en Corrèze. Allez, VGE, jouer de l'accordéon à la télé. J'étais à la fois rockstar et président de la République. Et puis parce qu'on a entendu Charlotte, Madonna au service de la vertu. À tous ceux qui s'opposeront aux obscénités de Trump, je leur promets une petite gâterie. Le terme est beaucoup plus agréable. Et puis, converti lors d'un concert antiraciste, c'était tellement neuneux que je suis devenu nationaliste. Voilà, allez, on va regarder une vidéo qui va nous ramener sur une question de droit fiscal. Et de people, parce qu'il ne paie pas. Allez, on regarde et vous allez répondre à cette question. Jean-Claude Martinez, vous vous êtes fait connaître en défendant la suppression de l'impôt sur le revenu. Votre proposition, en son temps, a fait sourire. On l'a qualifiée d'utopiste. Pourtant, cette mesure a de nombreux et prestigieux soutiens. Tous les prix Nobel d'économie. Le prix Nobel Maurice Allais, le prix Nobel américain Franco Modigliani, le prix Nobel anglais James Mead, le socialiste prix Nobel Gustave Myrdal, suédois. Vous avez raison, car la suppression de l'IRPP est possible et même utile. Vous avez raison parce que l'IRPP est un impôt parmi 200 autres. Vous avez raison parce qu'il est quantitativement peu important. L'impôt sur le revenu représente moins de 6% du total des prélèvements obligatoires, contre 16% pour la TVA et 39% pour les cotisations sociales effectives. Vous avez raison parce que le taux de prélèvement obligatoire en France est monstrueux. La France est vice-championne du monde avec un record de 46% du PIB versus 26% pour les États-Unis. Vous avez raison parce que techniquement, c'est un impôt compliqué à gérer par l'administration. Vous avez raison car taxer le travail est anti-économique et démotivant, alors que les taxations sur les dépenses comme la TVA, c'est tout l'inverse. Vous avez raison lorsque vous dites que c'est un impôt socialement injuste. Un cadre moyen paye plein pot, tandis qu'un grand patron jongle avec les niches fiscales et l'expatriation de ses revenus. J'ai la conviction de vouloir défendre le camp des travailleurs. C'est le camp qui est attaqué. Je suis beaucoup plus sceptique quand vous dites qu'il sera remplacé par rien. Je vous cite. La suppression de l'impôt sur le revenu ne fait pas perdre de recettes à l'État car il y a un effet de base. Je traduis, l'argent qui échappe à l'impôt est réinjecté dans l'économie et donc il vient augmenter la base de taxation des autres impôts. C'est surtout vrai pour la TVA où l'État récupère entre 5 et 20% en fonction des achats. Il reste au mieux 80% et pour cela, vous invoquez l'effet d'aspiration. Je vous cite. La suppression de l'impôt sur le travail en France équivaut à l'installation d'un aspirateur géant attirant en France les quartiers généraux des multinationales, les créateurs, les services à forte valeur ajoutée, ce qui augmentera le PIB du pays, soit une croissance supplémentaire et donc un supplément de rentrée fiscale. Là, je suis sceptique. Car la croissance reste toujours une hypothèse. Les Japonais en ont fait les frais avec le quantitative easing, où l'on injecte de la masse monétaire que l'on est censé détruire avec les bénéfices de la croissance. Sauf que la croissance au Japon n'est jamais revenue. Résultat, ils ont accru la dette qui plombe un peu plus leur économie.
Pourquoi ne pas dire tout simplement que la suppression de l'IRPP sera compensée par quelques économies et surtout une augmentation de la TVA ? Après tout, avec la suppression de l'impôt sur le revenu qui ne pèse que 70 milliards, vous êtes un petit joueur au regard des 400 milliards du revenu universel de Benoît Hamon. Vous misez sur les vertus du travail récompensé, alors que Benoît Hamon nous amène un peu plus vers un État-providence. Mais il y a plein d'autres exemples. L'ISF qui appauvrit le sang du peuple en expatriant l'élite. Du coup, la question est impôt, revenu universel, prestations, comment doit s'opérer le partage des richesses ? Quel rôle doit jouer l'argent dans les rapports entre une nation et son peuple ? Un État régalien ou un État-providence ? Comment doit s'opérer le partage des richesses ? Professeur, ça me fait du bien. Professeur, vous avez 2 minutes pour répondre. Juste très vite, quand on supprime l'impôt sur le revenu, bien sûr, l'impôt sur le revenu, 72 milliards, en bon sens, on dit, s'il supprime 72 milliards, il y a un trou de 72 milliards. Mais quand on supprime l'impôt sur le revenu, on crée 3 effets. D'abord, un effet de base, si je laisse les sous à Martial ou à Maître Nicolas, il va les dépenser, il va acheter une maison, il va acheter une voiture, ce sera donc la base de la TVA, la base de l'IS, la base de la taxe foncière, la base de la taxe d'habitation, va se trouver élargie automatiquement. Deuxième effet, qui est un effet d'aspiration. On est la France dans l'Europe, bien ou mal, on est dans l'Europe sans frontières. Et comme il n'y a pas de frontières, les sociétés vont s'installer, Google, Yahoo, Amazon, en Irlande. Et bien, quand on supprime l'impôt sur le revenu, les cadres des multinationales viennent en France, les médecins viennent en France, parce qu'ils ne paient pas. C'est l'effet, donc, d'aspiration. Et troisième effet, quand un médecin ne paie pas d'impôt sur le revenu, il a envie de monter des étages, il a envie de travailler, le peintre, il a envie de peindre, le chanteur, il a envie de chanter, et donc il y a un effet de dynamisme. Donc quand vous supprimez l'impôt sur le revenu, vous créez un effet de base, un effet d'aspiration et un effet de dynamisme qui vous compense la perte. Surtout que vous le supprimez en 5 ans. Voilà. Mais là où la vidéo me paraît excellente, posant la question, comment on partage la richesse, etc., c'est que la fiscalité... Tout à l'heure, j'ai entendu... Pierre Gentillet. Voilà. La fiscalité, ce n'est pas un problème technique, c'est un problème philosophique. Il faut d'abord trancher des questions philosophiques. Et après, on les habille techniquement. Je prends un exemple. La France a un code des impôts de 4622 articles. 4622 articles. Moi, j'ai fait le code marocain, il fait moins de 300 articles. Bon, Poutine et Helsinki ont fait un code russe qui est la merveille entre les merveilles, il fait moins de 500 articles. Le code chinois, il n'a pas été mis en vigueur, mais il a été fini en 2008. On est dans la zone des 400 articles. Donc aujourd'hui, on sait faire des codes très petits. On n'a pas besoin d'avoir un code de 4622 articles. Mais ça suppose au préalable que l'on fasse un choix. Est-ce qu'on veut que la fiscalité soit interventionniste? Est-ce que la fiscalité, ça sert à faire des enfants? Est-ce que la fiscalité, ça sert à lutter contre la pollution? Est-ce que la fiscalité, ça sert à faire le crédit impôt recherche? Si la fiscalité doit servir à faire des enfants, à faire de la croissance, alors forcément qu'on a un code de 4600 articles. Exemple, c'était dans les années 50, quelqu'un a dit tous les impôts existants en France sont stupides, on les supprime tous. Plus d'impôts en France, on les remplace par un seul impôt, un impôt sur les parapluies. Donc ça faisait un code, un article. Mais il y en a un qui a dit, oui, mais il y a des gens qui ont quand même beaucoup d'enfants. Ah ouais, oui, s'il y a beaucoup d'enfants, quand même, il faut un article 2 pour tenir compte des enfants. Puis il y en a un qui a dit, oui, mais d'accord, mais il y a quand même des endroits où il pleut, il y a des endroits où il pleut pas. Oui, mais d'accord, article 3, 4, 5, en fonction du degré hygrométrique de l'air, on va changer l'impôt. Il y a d'autres, oui, mais il y a des gens qui utilisent le parapluie pour aller au golf, et puis il y a des autres qui utilisent le parapluie pour aller travailler. Ah oui, mais les parapluies pour aller au golf, ils sont imposés un peu plus. Mais oui, mais il y a des gens qui importent des parapluies de Chine, et petit à petit, avec une seule idée, un impôt sur les parapluies, mais avec une philosophie interventionniste, on a retrouvé un code de 4000 ou de 5000 articles. Donc autrement dit, le choix de départ, il est philosophique. Si demain je suis président, il faudra une commission qui devra traiter un problème philosophique. Voulez-vous, oui ou non, que l'impôt serve à procurer de l'argent ? Et avec cet argent, après, on fait des enfants, on fait de l'écologie, on fait ce qu'on doit. Ou voulez-vous que l'impôt Koski, 1919, voulez-vous que l'impôt soit interventionniste? On ne fera plus de révolution. Et au lieu de faire couler le sang rouge, on fera simplement couler l'encre rouge sur les rôles nominatifs. Ça, c'est un choix philosophique. Après... Attendez, maître, profitez-en pour prendre des leçons, vous n'aurez pas toujours Martinez gratuitement.
les Congolais paient, les Marocains paient. J'allais abonder. Bien sûr, vous allez abonder. Mais encore une fois, c'est ce choix politique et philosophique qu'il faut faire. Alors Martinez dit, un impôt, ça sert à procurer des recettes, des sous, et après avec ces sous, on fait ce qu'on veut. Alors on rembourse l'IVG, ou on donne des sous pour le petit catholique, on n'en donne pas pour le petit bouddhiste. On fait ce qu'on veut. Ça, après, c'est une autre chose. Mais juste une image, je termine par là. L'impôt sur revenu, 72 milliards. Mettons 72 milliards de seaux d'eau. Et mettons que vous êtes au bord de la Loire. Où est-ce que je prélève mes 72 milliards de seaux d'eau? Je peux prélever les 72 milliards au Mont Gerbier des Joncs, à la source de la Loire. Mais si et ça c'est l'impôt sur revenu, au moment où je crée la richesse, au moment où je crée de l'eau, maintenant des sources, je prélève à la source. Et si vous prélevez à la source, il n'y a plus la Loire. Et tous les œillets de Hugolin en bas, il n'y a plus rien. Mais vous pouvez prélever les 72 milliards de seaux d'eau à Saint-Nazaire. Eh bien, c'est moins, pour reprendre votre expression très châtiée, c'est moins con de prélever les 72 milliards de seaux d'eau à Saint-Nazaire que de les prélever au Mont Gerbier des Joncs. La suppression de l'impôt sur le revenu, ce n'est que ça. À quel endroit on prélève la richesse? Martinez dit, et tous les grands économistes, pas Piketty, enfin les vrais. Mais oui. Martinez dit, il ne faut pas prélever au moment où la richesse se crée, au moment où Michel-Ange peint la chapelle Sixtine, il ne faut pas lui couper des phalanges chaque année. Sinon, à la fin, il va... Et donc, il faut prélever à l'embouchure du fleuve économique. Il ne faut pas avoir le débat de Fillon, j'augmente ceci, je baisse cela, etc. Un choix philosophique. Et sous cet angle-là, la vidéo a raison. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Claude Martinez. Merci beaucoup. Le monde a besoin de la France en 2007. Toujours est-il que le monde politique a besoin de Martinez. Mais ça, c'est sûr. À très bientôt. Merci. Merci bien au directeur de la production, au producteur de cette émission, Arnaud Soyer, au réalisateur de cette émission, Benjamin Nicolas, à l'ensemble des techniciens, au public, aux sociétaires et à Jean-Claude Martinez. Et à Martial. Merci. Qui